Bonsoir et bienvenue. Je me présente Sophie Malavoie, directrice du Cœur des Sciences. Alors avec le sujet de ce soir, l'actualité est avec nous. Bon, non seulement on a maintenant une mairesse, mais en plus c'est terminé aujourd'hui le Gender Summit. Et les gens qui y ont participé sont vraiment tout enthousiasmés, stimulés. Je pense que ça va ressortir dans la discussion de ce soir. Le Gender Summit qui avait comme but, c'était une rencontre pour discuter des enjeux d'égalité liés au genre. Donc on va poursuivre sur cette belle lancée avec un sujet un petit peu plus précis qui est la place des femmes en sciences. En fait, c'est ça, c'est moins la question de se dire faut-il plus de femmes en sciences. C'est clair que si on organise ce débat, on pense que la réponse est oui. Mais c'est pourquoi en faut-il plus? Quel est le rapport spécifique? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les obstacles? Et bien d'autres questions que l'on va se poser ce soir. Je ne vais pas brûler toutes les cartouches d'un coup. Le fonctionnement du débat, c'est très simple en fait. On va faire un premier tour de table avec les experts que nous avons invités pour discuter de ce sujet. Donc ils vont parler rapidement et ensuite ils vont échanger entre eux. On va se donner à peu près 45 minutes pour passer un certain nombre de contenus, d'idées, histoire de pouvoir alimenter la période de questions avec le public, avec vous après. Donc c'est un fonctionnement tout simple. Ce qui est important, c'est que la soirée de ce soir, c'est vraiment le prolongement du Gender Summit. C'est une soirée que nous organisons avec le Fonds de recherche du Québec, qui a co-organisé le Gender Summit, et avec aussi co-organisé avec le CRSNG. Donc c'est vraiment une prolongation de cette discussion. C'est beaucoup plus large ce qui a été discuté au Gender Summit, et nous, on va rester sur la question des femmes, mais on peut élargir sur d'autres aspects. Alors, on va commencer. Avec Maryse Lassonde, que je vais inviter. Je vais inviter tout le monde à venir s'asseoir. Donc, Maryse Lassonde, je vais les présenter à tour de rôle. Maryse, Ève Langelier. Non, Maryse en premier. Ève, Émilie, Serge et Hélène. On commence avec Maryse Lassonde, qui est directrice scientifique du Fonds de recherche Nature et Technologie. Elle est chercheuse en neurosciences et surtout co-organisatrice du Gender Summit 2017 qui vient de se terminer cet après-midi. Et elle est présidente de la Société royale du Canada. Donc je commence avec Maryse. Maryse, rapidement, un petit état de la situation. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avec le nombre de femmes en sciences, les secteurs où elles sont encore présentes, celles où elles sont en retard, et surtout, qu'est-ce qui se passe pour les étudiantes, rapidement. Alors, simplement pour... Alors, simplement pour peut-être vous donner le contexte, j'ai apporté quelques diapos. Alors, ici, c'est la participation des femmes au Canada en sciences sociales et humaines. Tout le monde se dit toujours, il y a plein de femmes à l'université, il y en a plein au bac, c'est démesuré, il n'y a pas de problème. Ce que je voudrais que vous voyez, c'est que ici, c'est donc en mauve, les femmes, en bleu, ce sont les hommes. Il y a effectivement plus de femmes en sciences sociales et en sciences humaines au bac. À la maîtrise aussi, au doctorat également. Là où ça commence à se croiser, c'est au niveau de professeurs adjoints et au niveau de professeurs agrégés. Là, ça se croise définitivement. Et en termes de professeurs titulaires. Alors, vous voyez qu'il y a 28%, moins de 30% des femmes qui sont titulaires. Oui. Moins de 30% des femmes qui sont professeurs titulaires au Canada en sciences humaines et sociales. Et ça fait longtemps que les femmes sont dans sciences humaines et sociales. Il y a un petit problème ici. Donc, maintenant, on passe aux sciences de la santé, la même chose. Ça va très, très bien au bac. Vraiment, 70% des femmes sont au bac au niveau des sciences de la santé. Encore à la maîtrise aussi, ça va bien. On arrive au PhD. Et là, on arrive au niveau de professeur adjoint. Déjà, là, ça commence à chuter. Ensuite, professeur agrégé. Et là, 23% des femmes en sciences de la santé, là aussi, il y en a depuis longtemps au Canada, qui sont professeurs titulaires. On appelle ça, souvent on appelle ça l'effet ciseau parce que ça se croise comme ça. Il y a beaucoup de gens qui parlent du leaky pipeline parce qu'il y a beaucoup de femmes qui abandonnent. Alors ça, ce sont les données pour sciences humaines sociales, sciences de la santé. On parle d'effet ciseau. Je vous montre maintenant ce qui arrive pour les sciences en physique, informatique, génie et mathématiques. Il n'y en a pas d'effet ciseau. C'est toujours pareil. Donc, il y a seulement 24% de femmes au niveau du baccalauréat. Au niveau donc de la maîtrise, au niveau du doctorat.
Au Canada, on est en train de parler du Canada, il y a seulement 9% des femmes qui sont professeurs titulaires au Canada en physique, informatique, génie, mathématiques. C'est quelque chose qui est inacceptable. Voici les données qu'on a, nous, au programme de recherche, le Fonds de recherche du Québec, dans tous nos programmes. Alors, vous voyez ici, on a 3 couleurs. Vous allez voir facilement lesquelles sont les sciences naturelles et le génie. Le vert. Alors, vous avez donc les bourses à la maîtrise. Les femmes à la maîtrise, on est toujours en 2015-2016, il y a seulement 34% de femmes qui ont des bourses, qui sont parmi celles qui ont des bourses d'excellence. 32% en doctorat, 30% ici postdoc. Ici, on va passer à établissement en carrière. Oups. Donc, OK. Établissement en carrière, ça, ce sont les jeunes professeurs, ceux qui rentrent à l'université, qui commencent. Alors, voyez-vous, alors qu'au niveau des sciences de la santé, au niveau des sciences humaines et sociales, il y a quand même une bonne proportion, mais chez les femmes, en sciences, ça baisse et on a seulement 20% qui commencent, qui ont ces bourses de début de carrière. 20% aussi, parmi toutes les demandes qu'on reçoit, de femmes qui soumettent un projet de recherche. Là où je voudrais attirer votre attention, c'est le programme ici qu'on appelle les infrastructures de recherche, les regroupements stratégiques. Là, ici, il faut vraiment être parmi les meilleurs pour diriger un regroupement stratégique qui regroupe toutes les forces dans un domaine donné. Alors, ça peut être un regroupement stratégique en foresterie, en études nordiques ou autre. Il faut vraiment, la personne qui fait la demande doit être une personne leader, très connue, très avancée dans sa carrière. Et parmi nos 34 regroupements stratégiques, bien, il y a seulement 11% qui sont dirigés par des femmes. Des données de 2015-2016, donc ce n'est pas vraiment des données qui datent. Alors, c'est la situation à l'heure actuelle. Vous l'avez au niveau des étudiants, tant la maîtrise, doctorat, et vous l'avez encore plus dans l'avancement de carrière. Je pense que ça met la table. Ça, ce sont des lauréats. Oui, mais je peux vous dire une chose, c'est que le taux de succès, au moins, ça c'est rassurant, le taux de succès est le même entre les hommes et les femmes. C'est parce qu'il n'y a pas d'application. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, les autres, bon, vous allez rester assis. Je vais passer avec Ève Jean-Jogier parce que, bon, Maryse a déjà parlé de certains secteurs, mais il y en a où on a tous l'image, finalement, c'est plus difficile. Et Ève Langelier, pour la présenter, elle est professeure de génie mécanique à l'Université de Sherbrooke et elle est titulaire de la chaire CRSNG pour les femmes en sciences et en génie au Québec. Donc, Ève, pour vous, est-ce qu'il y a des domaines où les femmes prennent encore plus de la patte? Et d'après vous, bon, rapidement, les principaux obstacles que vous voyez qui expliquent cette situation? Est-ce qu'il est allumé? Oui. Donc, c'est sûr qu'en sciences et en génie, de façon générale, en génie, on est autour de 17% de filles inscrites au baccalauréat. Si on regarde, par exemple, il y a des génies où les taux sont beaucoup plus élevés, ceux qui vont bien. On a génie biomédical, génie alimentaire, génie rural, des choses près de la nature, près de l'amélioration de la qualité de vie des gens, etc., de la santé. Les domaines qui tirent de la patte en génie, on parle de génie électrique, génie mécanique, génie informatique, génie physique. En sciences aussi, c'est un peu la même chose. Les sciences qui s'approchent de la santé, au niveau des inscriptions au baccalauréat, ça va bien. Si on pense à biologie, biochimie, mais si on s'approche de la physique, de l'informatique, ça diminue beaucoup. Il y a plusieurs raisons, je pense. Si je parle du cas qui me concerne, génie mécanique, écoutez, génie mécanique, ça sonne voiture, ça sonne moteur, ça sonne en partant, là, ça sonne pas bien aux oreilles de plusieurs filles. Je vais souvent dans des écoles. Dans les écoles, j'explique ce que je fais. Moi, je fais de la biomécanique. On développe des équipements sportifs. On essaie de comprendre la biomécanique du corps, les blessures dans le corps. Puis les filles font « wow ». Puis là, ils me regardent avec une grosse grimace. « Ouais, mais génie mécanique ». Donc, ça, c'est un des obstacles qu'on a. Je pense aussi que les filles ne voient pas comment elles peuvent contribuer à la société de demain à travers le génie, à travers certaines sciences. Donc, on le sait, là, un infirmier, une infirmière, qu'est-ce que ça fait? Un médecin, ce que ça fait? Un dentiste. Mais un ingénieur, un chimiste, un mathématicien, qu'est-ce que ça fait? On ne le sait pas vraiment.
Donc, ça, c'est parmi certains obstacles là, qui sont là. Aussi, il y a beaucoup de stéréotypes dans la société. Ça arrive souvent, encore une fois, on est avec, au hockey, avec des parents, puis qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis prof en génie mécanique. Oh, félicitations quand même, hein? C'est rare, ça doit être quelque chose. Et donc, on le sait que c'est des choses qui se transmettent aussi par les parents, par la société en général. Mais là, on pourra en reparler plus, je pense. J'aurais encore plein d'autres exemples. C'est sûr qu'on va revenir lance sur la discussion, tous les c'est obstacles, les biais. En fait, le débat ce soir va porter là-dessus. Je vais passer avec Émilie Lefoyle. Émilie Lefoyle, elle est doctorante en biologie à l'Université de Sherbrooke. Nous l'avons invitée ce soir. Bon, elle a beaucoup de choses à dire parce qu'elle est doctorante, mais surtout, elle a été choisie, et ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel, elle fait partie des 2 Canadiennes qui ont été choisies pour faire partie du projet australien Homeward Bound, elle va en parler, dont le but de ce programme, en fait, c'est de promouvoir les femmes en sciences et surtout d'augmenter leur impact dans les décisions politiques. Donc, peut-être pour commencer, Émilie, parce que ce programme, il est vraiment intéressant, est-ce que vous pourriez décrire un petit peu c'est quoi ce projet australien? Donc bonsoir à tous. Le projet Homeward Bound est né en fait d'une collaboration de 2 femmes. Une femme d'entreprise qui fait partie des 100 femmes les plus importantes d'Australie et une chercheuse sur le climat en Antarctique. Et toutes les 2 ont fait le même constat qu'on fait actuellement, c'est-à-dire les femmes sont sous-représentées en sciences mais dans bien d'autres domaines et pas que les femmes. Ils ont dit qu'est-ce qu'on peut nous changer aujourd'hui, avoir un impact réel, concret qu'on peut mesurer. Et elles ont créé Homeward Bound. Leur objectif, former 1000 femmes sur 10 ans. Donc 100 femmes, elles vont sélectionner 100 femmes tous les ans et leur donner des outils pour être des leaders de demain, c'est-à-dire des politiciennes, des chefs d'entreprise, mais à plus petite échelle, le maire d'une ville, Montréal peut-être. Et pour cela, elles demandent des candidatures de toute personne qui a un background scientifique, mais que ce soit en physique, en chimie, en informatique, en économie, vraiment très large, les sciences larges, et leur donne des outils en communication, intelligence émotionnelle, leadership, etc. etc. C'est une formation qui dure 1 an. J'ai la chance d'avoir été parmi les 100 femmes sélectionnées cette année, et c'est encore dur à mesurer l'impact que ça peut avoir autant personnel que professionnel. Et cette formation se finit en février-mars prochain par un voyage de quelques semaines en Antarctique pour vraiment créer un réseau parmi ces 100 femmes-là et au fur et à mesure des années avec les 100 dernières femmes, les 100 prochaines femmes, etc. etc. Merci Émilie, vraiment intéressant, c'est très inspirant en tout cas. Il y a sans doute d'autres projets qui ont été créés avec le même objectif, on en parlera plus tard. Maintenant, je vais céder la parole à Serge Villemur, qui est directeur des programmes de bourse et des chaires pour les femmes en sciences et en génie au CRSNG et co-organisateur du Gender Summit avec Maryse Lassonde. Et il est également responsable de l'intégration des considérations d'équité, de diversité et d'inclusion au sein des programmes du Conseil. Donc j'ai envie de vous demander, Serge, juste pour poursuivre, un petit peu comment vous expliquez, vous, qu'il y a encore moins de femmes, surtout plus on avance dans la carrière, et qu'est-ce que peut faire un organisme comme le CRSNG, par exemple, pour justement corriger cette différence, et commençons par ça. Parfait, excellent, merci beaucoup, bonsoir tout le monde. Excellente question. Je commencerai par dire que c'est un problème qui date de loin. Le monde de la recherche date de combien d'années? On parle de siècles? Ça date de tellement longtemps, puis il y a une certaine culture avec le temps qui s'est établie, qui n'a pas nécessairement évolué avec le temps. Puis, c'est facile à dire, mais c'est souvent inconscient. C'est souvent non intentionnel, mais lorsqu'on bâtit une culture, ou on bâtit un cadre, si vous voulez, on a tendance à rester dans ce cadre-là. Puis, il y a d'excellentes raisons il y a eu un certain temps où il y avait d'excellentes raisons pour s'identifier le plus possible aux gens qui sont comme nous, mais ça date de très longtemps. C'est un processus évolutif, mais le monde de la recherche, le monde de la science, du génie doit évoluer aussi. Je ne suis pas certain qu'à ce point-ci, l'évolution s'est faite au rythme qu'elle aurait dû se faire. Et c'est là où on en est. Comme mes collègues sur le panel l'ont mentionné, on est à peu près 20 % de femmes dans le domaine des sciences et génies. Le 20 % est
est actuel depuis 20-25 ans. Donc, les conseils subventionnaires, les universités, d'autres organisations ont beaucoup, depuis longtemps, identifié le problème. OK, il y a moins de femmes en sciences et génie, donc on doit promouvoir plus de femmes en sciences et génie. C'est ce qu'on a fait pendant 20-25 ans et on réalise que ça n'a toujours pas changé. Alors, il y a plus que la représentation et la promotion. On va en parler tantôt. Il y a les barrières, il y a des processus évolutifs, culturels comme j'ai mentionné, qu'on doit attaquer. Il y a une évidence scientifique maintenant dans ces domaines-là. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont étudié la question. Depuis 7 à 8 ans, je dirais qu'on est prêt, on a une évidence, on est prêt à agir sur l'évidence. Ça se fait très tranquillement. Puis je crois que c'est là où on est rendu. Puis je vais arrêter là pour tout de suite parce qu'on va poursuivre tantôt. Oui, il y a encore du chemin à faire. Je pense à cet été, Google, où un des employés de Google a dit justement que les femmes étaient moins compétentes. Ça témoigne du chemin à faire. Maintenant, je vais passer la parole à Hélène Ligosselin, qui est professeure de management à l'Université Laval et qui est titulaire de la chaire Claire Bonenfant, Femmes, Savoir et Société. Hélène, vous travaillez plus dans le domaine du management, dans le domaine de la culture, de la finance et des métiers non traditionnels, mais on trouvait intéressant justement on parle de femmes en sciences, mais de comparer avec la situation des femmes dans d'autres secteurs, parce que ce n'est pas forcément mieux ailleurs. Même si on a une mairesse, il y a peut-être encore du chemin à parcourir. Donc, d'après vous, votre vision un peu du problème des femmes en sciences en tenant compte, et vous avez en plus été active, vous avez participé à une étude sur les femmes en technologie de l'information, je pense. Donc, votre vision sur la situation. Je pense que le pipeline qui a des fuites, c'est un phénomène universel, malheureusement. Cependant, la croyance populaire, les gens veulent croire que c'est juste une question de temps. Donc, il fut un temps où les filles n'étaient pas admises pour toutes sortes de raisons. On les a admis. Elles se sont inscrites en grand nombre. Donc, les gens veulent croire que la marche du temps va nécessairement vers une évolution, vers plus d'égalité. On a beau nommer les trous dans le pipeline, on a beau présenter ce genre d'image, de toute évidence, la force de l'inertie, la croyance que le temps va faire son œuvre, pèse plus lourd dans nos inconscients collectifs que les données. Donc, ça prend des données. Et ça prend des données qu'on répète, qu'on rend publiques, parce que désormais, on commence à avoir des données qui nous donnent un coup. Par exemple, saviez-vous qu'au Québec, en sciences de l'administration, les filles sont à parité en diplomation au premier cycle depuis 1990. Ça fait 27 ans. N'est-ce pas? Ça prend combien de temps pour grimper dans la hiérarchie organisationnelle? Ça ne prend pas 27 ans pour atteindre des postes de cadre intermédiaire. Dans le cas des filles, ça prend beaucoup plus de temps que de gars. Si vous regardez les données produites par Catalyst, j'ai simplement placé sur un même graphique les graphiques subséquents que Catalyst a présentés. Et ce que ça révèle, c'est qu'on a des données depuis 2000 sur la place des femmes parmi les CEO des 500 plus grandes entreprises canadiennes, essentiellement parmi les femmes chefs d'organisation dans les 500 plus grandes, c'est plat, 5 %. On n'a pas de données avant. Si on regarde maintenant de C-suite, donc l'équipe de direction de ces mêmes organisations, il y a eu un bond important au début. Ça plafonne autour de 18-20 %. Si on regarde le bassin de ces gens-là, c'est les femmes cadres, toutes catégories de cadres confondues. On est un plateau d'à peu près une quinzaine d'années, autour de 30 %. Et si on prend tous les postes de gestion, excluant les postes de C-suite, on a la courbe qui a à peu près la même forme. Donc, dans le monde des affaires, comme ailleurs, plus on grimpe dans les organisations, moins il y a de femmes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, souvent, ce que les gens croient, c'est que les femmes s'excluent d'elles-mêmes. Elles s'excluent parce qu'elles n'aiment pas ça. Elles s'excluent parce que ça prend notamment des compétences stratégiques et des compétences politiques, et elles n'ont pas envie de jouer ces rôles, dit-on. Alors, c'est bien commode
d'assigner aux femmes la responsabilité de ne pas faire ce qu'il faut, entre guillemets, pour grimper à chacun des niveaux. Cependant, chaque fois qu'on fait des études sur qu'est-ce que ça prend pour grimper à un niveau supérieur, force est de constater qu'il nous faut aussi questionner quels sont ces soi-disant savoirs et savoir-faire qu'il faut avoir et les occasions pour l'apprendre et les moyens de l'apprendre sont-ils partagés également entre les hommes et les femmes qui occupent ces univers pour qu'ils connaissent les règles du jeu, qu'ils aient accès aux leviers et que ces personnes grimpent. Donc, je pense que parmi les choses qu'il faut déconstruire, c'est l'idée que les femmes sont les seules responsables de leur sort, elles font les mauvais choix ou elles ne payent pas le prix, et voir comment c'est une construction sociale au global, mais aussi locale, organisationnelle. On a des cultures qui font que certaines choses comptent et d'autres ne comptent pas. Je reviendrai sur d'autres exemples tout à l'heure. Oui, on va revenir, mais c'est très intéressant parce qu'on sort du discours classique et de dire effectivement les femmes s'excluent, mais si on revient un peu sur les obstacles, incluant justement tous ces savoirs qu'on doit acquérir pour... J'aimerais vous entendre un petit peu sur les différents obstacles, parce que vous avez tous étudié un petit peu la question de la place des femmes, bon, que ce soit les modèles, les réseaux, la culture sexiste, la conciliation travail-famille. Donc, est-ce que vous avez des choses à dire sur les principaux obstacles? Merci. Avant de rentrer dans la discussion sur les obstacles, j'aimerais peut-être établir un contexte et réagir un peu aux commentaires de ma collègue ici et aussi aux certains commentaires qu'on a entendus lors du Gender Summit dans les derniers jours. Mais ce que je veux compter dans le fond, c'est j'assistais cet été à un panel un peu comme celui-ci. Puis on parlait de leaky pipeline. Puis on parlait de pipeline avec des trous, donc un peu comme si les trous étaient une opportunité pour les femmes de quitter le domaine. Puis, le panel en question a voté unanimement d'arrêter d'utiliser le terme « leaky pipeline » et commencer à utiliser, on parlait de plafond de verre, mais on parle maintenant aussi d'obstacles de verre. Et on doit discuter du nombre d'obstacles rencontrés par les femmes lors d'une carrière en sciences et génie par rapport aux obstacles que les hommes rencontrent. Avec ce commentaire-là, j'ai dit quelle bonne idée, je suis vraiment d'accord avec le fait d'éliminer la leaky pipeline et au lieu de considérer que les femmes quittent à une opportunité, peut-être qu'elles sont poussées à quitter le domaine. Et avec cette petite introduction, on peut peut-être rentrer dans les détails plus approfondis sur les obstacles. C'est très pertinent, puis j'aime beaucoup l'image des obstacles de verre. Parce que finalement, on invoque toujours les mêmes obstacles, mais justement, j'aimerais vous entendre sur les obstacles que vous voyez. Ève, peut-être? Oui, je vais commencer très, très en amont, parce que selon moi, les obstacles ne commencent pas quand une femme commence sa carrière universitaire. Donc, ça commence quand on est petit. Quand on est petit, on se fait dire par les rôles que nos parents prennent, par ce qu'on voit à la télévision, dans les magazines, etc. C'est quoi une fille? Comment on se comporte quand on est une fille? C'est quoi un gars? Puis comment on se comporte quand on est un gars? Puis déjà là, on commence à voir, les jeunes filles devraient plus aimer les poupées, materner, etc. Puis les garçons font plus de la construction, des Legos, etc. Ensuite, quand on avance dans notre éducation, à l'école primaire, on commence à avoir de la science et de la techno, un petit peu, pas beaucoup, mais un peu. Et à ce moment-là, il faut voir nos enseignants et nos enseignantes comme des personnes très importantes pour les jeunes. Ce sont des personnes qui font un travail extraordinaire et qui doivent enseigner le français, les mathématiques, la géographie, l'histoire, etc. En plus, les sciences, en plus, la techno. Souvent, ce sont des gens qui n'ont pas aimé les sciences et la techno, qui ont arrêté d'en faire tôt, qui, dans leur curriculum de formation, ont eu beaucoup de formations sur l'apprentissage, sur l'enseignement, etc., mais pas nécessairement sur des notions scientifiques ou des notions technologiques. Donc, elles peuvent avoir beaucoup d'anxiété à enseigner ça. On a vu à un certain moment donné que plusieurs enseignants et enseignantes oubliaient la techno. Oh, c'est pas grave, on va faire plus d'autres choses, plus de français, plus de maths, puis la techno et la science vont prendre le bord. Souvent, ce sont des femmes, et donc les filles sont plus perméables, probablement, à cette image-là d'anxiété par rapport aux sciences, à la techno. Quand les filles et les garçons arrivent au secondaire, il y a une baisse d'intérêt chez les deux au moment du passage. Chez les garçons, ça va remonter. Chez les filles, ça va remonter beaucoup moins, cet intérêt-là.
À ce moment-là, on dit que les sciences et la techno et les mathématiques, c'est une affaire de gars, puis que les filles, elles sont bonnes en français. En gros, c'est ça. Et donc là, il faut continuer à les encourager, il faut aller ressusciter leur intérêt pour essayer de les ramener. Et ensuite, on continue, j'en ai parlé tout à l'heure, on ne sait pas c'est quoi ces métiers-là. Après ça, on arrive à l'université, puis là, ben, quand tu arrives en sciences, en techno, puis que quand je rentre dans ma faculté, j'aime ma faculté, moi, je suis habituée, mais là, on rentre, puis là, il y a une table de baby-foot. Puis là, il y a un grand coin là, avec des gros coussins, avec plein de jeunes hommes évachés qui regardent la télé, puis c'est du sport à la télé. Puis après ça, si je monte d'un étage, bien là, j'ai toutes les photos des doyens précédents, j'ai toutes les photos des professeurs émérites, j'ai toutes les photos des ambassadeurs qui sont à 90 % des hommes blancs aux cheveux blancs en veston-cravate. Donc, déjà là aussi, on a encore des choses à faire, je pense. Donc, il faut avoir des milieux accueillants. Puis ensuite, bien là, je vais laisser la parole aux autres qui pourront parler de la suite de la carrière universitaire. Quelqu'un veut répondre? Continuer? Oui, Hélène. Puis peut-être après Émilie ou... Hélène et puis après vous, Émilie. Je pense qu'elle va bien illustrer que quand on choisit, ce n'est pas simplement l'expression d'un choix. Les options se construisent dans un contexte social et il faut se poser la question, qu'est-ce qui est proposé comme étant des choses légitimes à faire quand on est un garçon ou quand on est une fille tout au long de la vie? Mais cette socialisation-là, c'est pas juste quand on est enfant, elle continue de se construire tout au long de la vie. De sorte que quand on est un prof d'université puis qu'on travaille sur la question X, bien, il y a un milieu qui va nous dire c'est légitime ou c'est pas légitime. Il y a un incitatif à ou au contraire, il y a des obstacles supplémentaires. Donc, les choix sont contextualisés. Si on revient au TI, j'ai été frappée en faisant des entretiens avec des femmes qui travaillent dans le jeu vidéo. Quand je reconstruisais avec elles leur parcours de vie et je leur posais la question, comment toi tu t'es intéressée à ça? Toutes celles que j'ai rencontrées avaient été introduites aux jeux vidéo par une personne en chair et en os qui aimait ça, et une personne proche d'eux. Ça peut être un frère avec lequel je jouais, ça pouvait être ma mère qui travaille dans l'industrie ou mon père, mais c'est donc une relation affective qui fait en sorte que ça devient un élément dans mon environnement qui est considéré. Or, ces femmes étaient toutes dans des situations exceptionnelles pour aller là. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y en a aucune qui a découvert le jeu vidéo autrement qu'à travers une personne. Alors, peut-être qu'il y a là un élément porteur. Si on veut que les femmes aillent en physique et dans ces autres domaines où elles ne sont pas, il faut trouver moyen de véhiculer auprès d'elles ces possibilités entre guillemets, en chair et en os, et non pas simplement des images. Alors, c'est une piste que je vous offre. Des modèles que l'on connaît, vraiment. Émilie, là-dessus. Oui, justement, je voulais rebondir là-dessus, vraiment de l'importance du modèle, que quand on est enfant, il faut qu'on voit des hommes et des femmes qui font tous les métiers, des politiciens, des politiciennes, des mathématiciens, des mathématiciennes. Et je rebondis là-dessus parce que la semaine dernière, j'ai été voir un documentaire avec un panel d'invités. C'était un documentaire X, je ne vais pas faire de la publicité pour ce documentaire-là, parce qu'il n'était pas très bon, mais le panel d'experts qui étaient tous très compétents étaient 4 hommes, 40-50 ans, les cheveux courts, grisonnants, à lunettes, avec une petite chemise. Et moi, je me suis retrouvée là, dans la salle, avec des enfants, des adolescents et des étudiants, et je me suis dit, mais comment on peut se retrouver, comment on peut se voir à la place de ces messieurs-là, finalement? On ne peut pas se mettre à leur place, qu'on n'a pas de diversité, on a un type de personne et on se dit, bon, bah, si je peux ressembler à ça, ben, ma foi, je peux peut-être devenir ces messieurs-là, mais si je suis une jeune femme, je suis toute petite, blonde, ben, peut-être pas. Maryse. Oui, mais je pense qu'il faut aussi mentionner qu'il y a vraiment des préjugés qui sont là, qui viennent à la fois des hommes et des femmes, hein, faut dire. Il y a une phrase célèbre qui a été dite par prix Nobel, dont j'ai oublié le nom, il y a 2 ans, lorsqu'il faisait une conférence justement en Australie, qui disait qu'il ne fallait pas avoir de femmes dans un labo parce que soit on tombait amoureux d'elles, soit tombe amoureuse de vous, ou alors elle pleurait quand vous leur parliez. Et donc, c'est un prix Nobel, mais qui a été mis dehors de son institution, c'est un prix, au Royaume-Uni. Mais donc, ça existe, ça. Mais il y a des études aussi qui ont montré, puis là, je
vais vous parler d'une étude à Boston où ils ont regardé dans 4 universités le montant comment on appelle ça, d'infrastructures de départ, là, donc de subventions de départ, de démarrage, des subventions de démarrage. Et dans 3 des 4 universités de Boston, puis Boston s'est quand même évolué, là, on offrait aux femmes qui avaient exactement le même CV que les hommes, pareil, là, le même nombre de publications et tout, on leur donnait 2 fois moins de subventions de démarrage. Alors, quand vous commencez avec ça, c'est évident que vous n'allez pas aussi vite. Vous ne pouvez pas avoir autant d'étudiants, vous n'avez pas le même équipement, mais ça vient de sortir il y a 1 an et demi à peine. C'est encore là. Donc, ces préjugés-là viennent, et puis, même si vous demandez à des femmes ou à des hommes de penser à comment dessiner, par exemple, une personne scientifique, la plupart vont faire un dessin de garçon, là. Donc, en chemise blanche. C'est encore ancré, ça. Les préjugés sont tenaces. D'ailleurs, pour renchérir ce que Maryse disait, moi, je suis tombée sur une étude en sciences biomédicales qui disait que c'était pour des demandes de bourse postdoctorale et que finalement, il fallait que les femmes soient 2,5 fois plus productives pour égaliser les hommes. Donc, je ne sais pas où j'ai trouvé ce dossier-là, mais peut-être dans... Donc, j'imagine que Serge, vous avez des choses à renchérir là-dessus, sur le biais du genre ou la discrimination. Oui, absolument. Je voudrais quand même parler d'un obstacle qui est assez important. Ce sont les congés de maternité. Puis, c'est pas nécessairement seulement lié au congé de maternité, ça peut être lié à n'importe quel professeur, homme, femme, genre divers, qui quitte le milieu universitaire, puis pour y revenir par après. Donc, il y a un mythe qui existe en ce moment qu'une carrière universitaire ou une carrière en recherche est une carrière qui est linéaire. On ne peut pas quitter la carrière, aller chercher une autre expérience en industrie, par exemple. On pourrait compléter ou complémenter nos connaissances et y revenir sans avoir la terrible impression qu'on a manqué 1 an, on a manqué le train a passé, puis on l'a manqué. Donc, la linéarité d'une carrière, à mon avis, c'est un mythe qui est très important. Pour revenir au congé de maternité, je vais vous conter certaines expériences que j'ai eues. Une dame chercheur qui a communiqué avec sa collègue parce qu'elle ne voulait pas communiquer avec le CRSNG parce qu'elle était enceinte. Puis, sa subvention était presque prête pour un renouvellement. Elle avait tellement peur de communiquer avec le CRSNG, pas communiquer avec des membres de comité ou pas avoir la mention d'un congé de maternité dans son dossier, seulement de mentionner au CRSNG et s'informer sur nos politiques en matière de congé de maternité ou de congé parental. Donc là, la personne qui a fait l'écoute de la dame en question dont je parle a communiqué avec moi. Puis là, je lui ai dit, bien, dans quelques semaines, on va à votre université, on pourrait la rencontrer. Puis, c'est ce qui est arrivé. Donc, elle a été assez ouverte pour pouvoir nous rencontrer. Mais l'inquiétude qu'il y avait dans son discours, dans son visage, juste le fait de quelle perception ça aurait d'être en congé de maternité, d'avoir un enfant, pour moi, c'était « wow ». Puis, ce n'est pas un exemple qui est unique. Je pense que c'est un exemple qui est très, très répandu. Et le CRSNG, comme les autres agences subventionnaires, comme les universités, on doit travailler à vraiment démolir ce mythe-là. Oui, si je peux me permettre, j'ai une jeune collègue qui s'était fait... il y a un collègue plus âgé qui voulait vraiment lui donner des bons conseils et qui lui a dit, tu sais, il ne faut pas que tu aies d'enfants avant ta permanence. Donc là, quand tu arrives, jeune professeur, tu as 28, 30 ans, tu n'as pas d'enfants parce que tu as étudié, tu as toujours remis à plus tard, puis là, ta permanence, c'est dans 5 ans. Et là, quand tu commences à faire le calcul, c'était un peu épeurant, là. Tu sais, on ne peut pas faire ça. Puis c'est parce que dans notre milieu universitaire, on parle beaucoup de performance, de mérite, etc. Et on a encore une culture où c'est très difficile de peser compétence versus performance. Donc, quelqu'un peut être très, très, très compétent, mais peut-être avoir moins fait un nombre élevé d'articles
ou peut-être avoir eu de conférences. Ça peut être pour différentes raisons, hein. Les femmes peuvent avoir des enfants. Les femmes sont souvent aussi dans des milieux qui sont plus multidisciplinaires, dans lesquels c'est plus long de faire avancer la recherche. Les femmes aussi publient souvent moins d'articles, mais peut-être de meilleure qualité. Donc, c'est un ensemble à regarder. Et à chaque fois que je m'adresse à des comités de professeurs, cette question-là revient. Oui, mais des fois même dans la même phrase, oui, mais elle va vouloir des enfants et vous savez, donc on veut le meilleur, oui, mais le meilleur, sur quoi vous vous basez pour évaluer les critères de c'est quoi la meilleure personne, la meilleure candidature? Il faut vraiment voir le professeur comme quelqu'un qui va contribuer à une mini-société qui est l'université, qui va contribuer à sa société aussi en recherche. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre soin de son département, des étudiants gradués. On dit souvent que les femmes aiment faire le housekeeping, donc s'occuper de faire rouler la maison. Et les hommes vont être très, très, très concentrés sur leur carrière. Mais quand on embauche un professeur, bien, il faut voir l'ensemble du travail aussi. Hélène. Bien, je pense que Ève met le doigt sur quelque chose d'extrêmement important. C'est la culture dans le monde universitaire et la construction qu'on a fait de nos héros. Donc, ces individus dont la performance est exemplaire. Typiquement, ces individus-là, ils ont fait une chose dans leur vie, leur carrière. Et quelqu'un d'autre s'est occupé de tout le reste. Les congés de maternité, c'est merveilleux. La reconnaissance que quelqu'un peut assumer une responsabilité d'enfant, c'est merveilleux. Mais les congés de maternité, là, max, c'est 1 an. C'est le reste c'est les 20 années qui suivent qui sont exigeantes. Et je pense qu'une des choses qui serait très intéressante, si on colligeait des données sur le nombre d'enfants des femmes universitaires et des hommes universitaires, on découvrirait que les hommes ont plus d'enfants que les femmes universitaires. Ça veut dire que les filles reconnaissant l'organisation de la vie universitaire ne se permettent pas de faire autant d'enfants que leurs collègues. Donc, ce n'est pas un mythe, la construction de la carrière sur l'indimensionnalité. C'est une croyance qui s'opérationnalise dans des critères de sélection pour admettre des individus comme profs, ensuite des critères d'évaluation pour l'agrégation, puis ensuite la titularisation, des critères d'évaluation sur les dossiers. Alors, quand on présente des demandes de subvention, bien, les individus mettent en évidence ce qu'ils ont fait. Nous sommes en concurrence les uns avec les autres et les unes avec les autres pour des fonds de recherche qui n'augmentent pas autant qu'on le souhaiterait et certainement pas autant que le rythme de la concurrence augmente dans l'industrie. Ce qui fait en sorte que les messages implicites sont « Écoute, fille, t'es mieux de travailler 70 heures par semaine, puis pas juste une fois de temps en temps, là. Régulièrement, si tu veux être capable de te tailler une place. Peut-être qu'une partie de ça, c'est de l'ordre du mythe et de l'escalade des impressions, l'inflation des impressions. Mais les gens reçoivent ce genre de messages souvent par des collègues performants, et des collègues performants qui souvent sont des gatekeepers, parce qu'ils sont sur les comités d'évaluation de ceci ou cela. Donc, l'une des choses qu'il faut faire, c'est s'assurer qu'il y a des personnes qui ont d'autres responsabilités que d'être seulement des profs dans leur vie sur les comités. Donc, ça va nécessairement amener parité dans les comités de sélection, dans les comités de promotion, dans les comités d'évaluation. Et ça va peut-être amener la prise en compte de d'autres dimensions. Le CRSH annonçait aujourd'hui, ou les grands conseils annonçaient qu'ils vont inviter les chercheurs à faire un commentaire dans leur demande de subvention sur qu'est-ce qu'ils font qui est important ou qu'est-ce qu'ils sont leurs autres contributions. Voilà une autre façon structurelle de transformer le mythe du moine comme professeur et que nous sommes des citoyens et citoyennes avec différents rôles à jouer, mais même au sein de l'institution. Le housekeeping dont parlait Ève, s'il y a une fonction importante, le prendre soin de l'institution, notamment des étudiants et des étudiantes et des collègues, c'est éminemment pertinent. Pourquoi ce serait genré? Pourquoi ce serait le domaine des filles dans l'université? Et surtout, pourquoi ça aurait moins de statut que d'avoir eu le prix X ou le prix Y pour ses publications? Je vais passer la parole à Émilie, mais effectivement, on lit beaucoup sur le biais du genre dans l'évaluation par les pairs, dans la reconnaissance des prix, dans les invitations. Mais Émilie, vous qui êtes étudiante au doctorat, est-ce que vous sentez les mêmes pressions, les mêmes biais? Oui, alors moi je vais vous donner ma version
vraiment au cœur du problème. C'est que la semaine dernière, on a eu une sorte de réunion avec tous les étudiants gradués pour faire un peu une évaluation de qu'est-ce qui nous manquait, qu'est-ce qu'on avait besoin, est-ce qu'on était content, est-ce qu'on n'était pas content. Quand j'ai commencé à aborder le problème de la grossesse, dans cette réunion-là, les 2 examinateurs externes, des messieurs de 50 ans, cheveux blancs, lunettes, chemise, on reste dans le... Oui, oui, excusez-moi, mais l'archétype... Je pense que j'ai pas de cheveux. Quand j'ai commencé à aborder ce problème, ils ont dit « Mais non, on n'a pas de problème. » Eh bien, si, on a un problème. On a fait un petit sondage parmi nous tous et il s'avère que beaucoup d'entre nous, lorsqu'on a signé notre plan de formation au début de doctorat ou de maîtrise, il y a la petite mention je ne tomberai pas enceinte » ou je n'aurai pas de congé maternité ou paternité ». Voilà, en 2017, quand on commence des études graduées, on lui met déjà cette pression-là. Certes, il y a du changement, mais c'est un peu dur de se construire, de se projeter en disant mais un accident, ça peut arriver, la vie, ça peut arriver aussi. Si je tombe enceinte, je fais quoi? J'abandonne? Est-ce que je serai encore financée? C'est que des interrogations qu'on a et on n'a aucune réponse et qu'on ne sait pas où trouver ces réponses-là. Et ça, c'est un truc qui pèse sur beaucoup de jeunes filles, mais aussi de jeunes garçons qui potentiellement pourraient être papas. Et donc, voilà, il y a encore des progrès à faire. Maryse. Oui, pour revenir à la question, tantôt on parlait, est-ce qu'on a des chiffres? Oui, il y a des chiffres. Il y a eu Gender Summit à Washington il y a quelques années et on avait des chiffres sur ceux qui devenaient le plus rapidement titulaires, donc qui montaient vite dans la progression à l'université. C'était d'abord les hommes célibataires. Ensuite, c'était les hommes qui avaient une famille. Ensuite, mais plus bas, bien plus bas, ça prenait beaucoup plus de temps, c'était les femmes célibataires sans enfants. Bien en dessous, puis ça montait presque pas, c'était les femmes avec des enfants. Et vraiment, là, c'était le progrès qu'on voyait chez les Afro-Américains. Alors ça, il n'y avait pas de progression, hommes ou femmes. Donc, ces chiffres-là existent. C'est sur les sites de AAAS, de la American Association for the Advancement of Science. Ce sont des chiffres vraiment parlants. Un peu plus parlant. Maintenant, j'aimerais passer à un autre aspect du débat de ce soir et qui nous tient beaucoup à cœur. C'est, il faut plus de femmes en sciences, on a parlé des obstacles, on a parlé de la situation, mais peut-être vous entendre sur pourquoi c'est si important, justement, d'en avoir des femmes. Quel est l'apport particulier, c'est-à-dire que ce soit dans leurs priorités, dans leur façon de travailler, dans la diversité, dans les sujets de recherche qu'elles choisissent. J'aimerais vous entendre là-dessus, sur les... Pourquoi vraiment faut-il plus de femmes en sciences? Est-ce que la science aurait à y gagner? Est-ce qu'on aurait tous à y gagner? Je peux peut-être commencer. Pour moi, je peux fournir une réponse qui est très courte. Dans n'importe quel domaine, pouvoir aller de l'avant et affronter les prochains défis sociétaux, en ignorant la moitié de la population, je pense qu'on fait une grave erreur. Et une moitié de population qui peut amener une perspective qui est différente. On a parlé tantôt, mes collègues ont parlé un peu de différentes approches, différents intérêts, recherches interdisciplinaires, etc. Donc, se priver de cette perspective-là est une erreur qui est très, très grave, surtout si on considère que le Canada n'est pas tellement grand. Il y a beaucoup de pays européens maintenant qui commencent à le réaliser, peut-être un peu plus vite que nous, que l'apport des femmes de cette moitié de population-là devient très important. On pourrait facilement tomber en arrière dans plusieurs domaines si on n'agit pas assez rapidement au pays. Donc, pour moi, c'est une perspective. C'est bien documenté que la diversité, l'inclusion nous rend meilleurs, augmente l'intelligence collective, augmente la qualité de la prise de décision. Alors, on ne peut pas s'en priver. Maryse? Oui, je peux vous donner des exemples très pratiques. En voiture, lorsqu'il y a des collisions, les femmes ont 2 fois plus d'entorses cervicales que les hommes. Et donc, ça a pris des femmes qui étaient en génie et puis qui ont fait des études là-dessus, parce que la raison, c'est qu'ils ont toujours utilisé un mannequin qui était l'homme de taille moyenne. Ça ne correspond pas du tout à la femme, et c'est pour ça que, en fait, il y a plus d'entorses cervicales, parce que même la coudoir de tête, ça ne convient pas. La même chose, il y a beaucoup plus d'accidents aussi avec les ballons, les ballons gonflables. C'est pas approprié du tout. Ça a été testé avec des mannequins hommes. Si vous saviez, au niveau de
des médicaments, il faut le savoir, ça c'est très, très important. Les études précliniques sont faites chez des rats. Hein, on fait souvent ça, mais la majorité des études sont faites chez des rats mâles. 80% des études sont faites chez des rats mâles, 10% ce sont les deux, puis 10% on ne sait pas. Là, on arrive, puis on fait les essais cliniques et ça ne marche pas parce que ça n'a jamais été testé avec des femelles et le métabolisme est totalement différent. Il y a même des médicaments qui ont été retirés récemment du marché, qui étaient un somnifère, mais qui étaient métabolisés tellement plus lentement chez la femme qu'elle faisait des accidents de voiture parce qu'elles étaient somnolentes. Et donc, il y en a beaucoup, beaucoup comme ça. Les médicaments pour la douleur, c'est pas du tout les mêmes pour les hommes et pour les femmes. On n'a pas les mêmes mécanismes. Alors, c'est sûr que s'il n'y a pas une pensée féminine derrière ça, en fait, pour montrer le problème, on passe à côté d'énormément de choses qui sont troublantes. Je sais qu'Émilie veut réagir sur justement, est-ce que les femmes sont plus sensibles aux besoins des femmes, les femmes chercheurs? Oui, je voulais rebondir sur deux choses. Une première chose, c'était durant le même séminaire, on a eu le documentaire. Il y a quelque chose qui m'a choquée, c'est qu'on se rend compte dans la société que l'expertise des scientifiques diminue. Si vous regardez un peu la cote de popularité de ce que dit un scientifique dans le temps, on croit de moins en moins à ce que disent les scientifiques. Et parce qu'on associe souvent les scientifiques avec les politiciens, avec les grandes compagnies, avec cette figure masculine qui est décisionnelle et qui est au pouvoir. Et durant les intercalations, il y a une dame qui a dit « Moi, je préfère croire une mère de famille qui dit un truc sur les réseaux sociaux qu'un chercheur, peut-être magouilleur ou politicien, qui n'a rien à voir avec moi, qui dit quelque chose. » Ça m'a choquée en tant que scientifique et en tant que femme. Et je me suis dit, peut-être que s'il y avait plus de figures aussi féminines dans les postes à décision et dans les scientifiques, on croirait peut-être plus une femme qui est aussi mère qu'un monsieur qui... Voilà. Il y a un côté émotionnel là-dedans. Et je pense vraiment que mettre une diversité et de voir plus de femmes, ça peut aussi revaloriser l'expertise des scientifiques. Et puis après... Moi, je voulais dire aussi qu'une des premières raisons pourquoi j'aimerais voir plus de femmes en sciences et en génie, c'est parce que c'est le fun. OK? Je pense que ça, il ne faut pas se le cacher. Puis, ce serait le fun qu'il y en ait plus qui le découvrent. Il ne faut pas tout amener toutes les femmes en sciences et génie. Ce n'est pas toutes les femmes comme ce n'est pas tous les hommes qui aimeraient ça. Mais je pense qu'il faut donner la chance à plusieurs de le découvrir. Et j'avais un autre point, mais j'ai oublié. Ah oui, je me reviens. Dans les raisons aussi pourquoi on va avoir plus de femmes en sciences et génie, mais c'est plus de diversité. OK? C'est de la diversité tout simplement. Je ne sais pas si vous connaissez le phénomène de pensée groupale ou de group think, où on est ensemble. Premièrement, on est fait de façon à ce qu'on aime bien se rassembler avec des gens qui nous ressemblent. Okay? Donc, si on a embauché quelqu'un, ça va être beaucoup plus facile d'embaucher quelqu'un qui a les mêmes intérêts que nous, qui peut nous ressembler, etc. On va plus se connecter avec cette personne-là. Donc, si on a monté notre équipe et tout le monde se ressemble, et tout le monde pense à peu près pareil, et là, on se pose des questions et on a des solutions, puis on se dit, on a certainement raison, on est 10 autour de la table, puis on pense tout pareil. Et donc, ça, c'est des choses qu'on appelle le group think qui peuvent mener à des erreurs comme l'explosion de la navette Challenger. Okay? Selon certaines analyses, ça serait dû à un effet de group think. Donc, quand on a de la diversité autour d'un groupe, bien, on va poser des questions différentes, on va avoir des expériences différentes qui vont nous amener à s'intéresser à différents points de vue, à différents aspects, etc. Et donc, c'est aussi bénéfique pour ça. J'ajouterais que dans la société, il y a toutes sortes de métiers puis il y a toutes sortes de réalités. Or, quand un groupe, par exemple les femmes, sont exclus de la science, bien, leur expérience de vie liée au genre de rôle que ces personnes jouent a peut-être des chances de ne pas être prise en compte ou d'être minimisée ou être évaluée comme étant non important. Puis je vais prendre un autre exemple. Si l'un ou l'autre d'entre nous, demain matin, là, on se fait une entorse puis on se promène en béquille, tout à coup, on réalise que juste pour se mouvoir dans les bâtiments ou dans l'espace, il y a des obstacles qui n'ont pas de maudit bon sens.
Si on n'avait pas vécu l'expérience, on ne le saurait pas. Si parmi les scientifiques, il y avait davantage de gens, des différents groupes, bien sûr, parce qu'ils sont confrontés à des enjeux de société différents, on n'aurait pas les résultats en question. À Montréal, il y avait le groupe Symbiose qui, pendant les années 80, s'est mis à étudier les produits chimiques de nettoyage dans nos maisons et l'effet sur la santé des gens, mais la santé des travailleuses qui utilisaient ça au quotidien. Je suis prête à parier, et c'était une gang de filles qui ont fait ce genre de travaux-là, je suis prête à parier que le fait qu'elles étaient des femmes, qu'elles connaissaient ces produits, qu'elles étaient chimistes, les a amenées à penser à ces populations vulnérables qui, plus que d'autres, étaient exposés à ces risques, et donc des travaux ont pu être faits. Donc, l'utilité de capitaliser sur les différences qu'on a pour nommer des questions et y travailler, des questions qui ne seraient pas prises en compte par des groupes qui ne les soupçonnent même pas. J'imagine en environnement aussi, Émilie, parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Oui, c'est ça. Moi, je parle dans le contexte du changement climatique. Il faut savoir que dans beaucoup de pays en développement, les premières qui sont impactées par tout ce qui est crise environnementale, ce sont les femmes, parce que dans beaucoup de pays, ce sont elles qui subviennent à leur famille, qui vont chercher de l'eau, de l'alimentation ou encore du combustible. Et lorsque vous avez un tsunami ou un cyclone et que votre mari, le père de vos enfants, est parti dans une autre ville pour travailler, c'est vous qui avez en charge votre famille, qui devez faire des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher votre eau, vos combustibles. Et en attendant, vos enfants, ils sont tout seuls, ils ne sont pas éduqués, vous avez moins de temps pour vous occuper d'eux. Et ces femmes-là, souvent, elles n'ont pas de pouvoir de parole, ni peuvent pas prendre de décision sur ce qui se passe un peu chez eux dans leur pays. Et c'est pour ça que c'est aussi important de tenir compte justement de ces femmes-là, de leur donner la parole, de leur donner de la culture pour qu'elles puissent régler le problème sur lequel elles sont les premières concernées. Que les femmes bénéficient autant des retombées de la science, finalement, ou Maryse. Oui, mais on peut parler aussi de la diversité, mais pas seulement au niveau féminin. Je pense que la diversité au sens large. Il y a de grandes compagnies comme Microsoft qui avaient fait d'excellents logiciels pour la reconnaissance des visages, mais ils ont dû recommencer parce qu'ils avaient utilisé juste des modèles de caucasiens. Et donc, ça ne marchait pas du tout pour une grande partie des Américains. Donc, c'est aussi là. Hein. Donc, il faut qu'il y ait de la diversité partout. Puis, je pense qu'Hélène pourra en parler, mais il y a une étude qui vient de sortir récemment de McKinsey et qui montre finalement que les conseils d'administration où il y a de la diversité, femmes et diversité, mais ces conseils d'administration-là montrent vraiment une augmentation de leur rendement économique. Hein. Donc, ça va jusque-là parce que, contrairement à ce qu'on vient d'entendre, il y a une diversité d'opinions et ça permet vraiment de faire avancer l'entreprise. C'est la même chose avec la science. Merci. On va juste passer à un dernier point avant d'aller vers les questions du public. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je pense qu'on a démontré qu'il fallait plus de femmes en sciences et pourquoi. Mais on a évoqué certaines solutions, bon, touchant les congés de maternité, touchant... Est-ce que vous auriez d'autres idées de ce qui pourrait être fait pour... parce que là, on a l'air de se stabiliser quand même pas mal. Donc, c'est un petit peu désespérant, un peu déprimant, finalement. Est-ce qu'on se désespère ou est-ce qu'on essaie de voir comment on peut le prendre pour que, justement, changer les choses ou que ça soit d'aller au-delà des modèles vivants, proches des gens? Je vais prendre une image très simple. La majorité d'entre nous, on prend des résolutions de nouvelle année parce qu'on veut changer X, Y, Z dans notre mode de vie, dans nos habitudes. On a un engagement. Pour la majorité d'entre nous, on passe à l'action lorsqu'on n'a pas le choix. Lorsque notre médecin nous dit « Écoute, Hélène, il faut que tu fasses ceci », puis là, il arrive encore souvent que la force de l'inertie fait en sorte qu'on n'intègre pas ces nouvelles habitudes. Personnellement, je pense qu'il va falloir... Je souhaiterais dire autre chose, mais je pense qu'il faut se donner des cibles. Il faut que ce soit sur le radar et il faut qu'on s'oblige collectivement à le faire. Parce qu'autrement, tous les autres éléments qui entretiennent le statu quo continuent de jouer. Alors, par exemple, il faut qu'on ait des initiatives pour amener les jeunes aux sciences. Il faut revaloriser les sciences auprès des garçons et auprès des filles très, très tôt. Mais pour ça, ça veut dire qu'il va falloir y consacrer des ressources. Et puisque les enveloppes sont fermées, ces ressources-là vont devoir être prises à partir du panier de ressources qu'on a déjà. Donc, il y en a qui vont gagner, mais d'autres vont perdre. Et là, la bataille va commencer. En l'absence de contraintes, pour faciliter ces créations de nouvelles stratégies, ça ne se passera pas.
Surtout que les ressources sont... Je rebondis sur une chose parce que ça me touche directement la promotion des sciences auprès des jeunes. Mais souvent, le problème, c'est que ça coûte cher, surtout si on veut avoir des contacts directs. Vous parliez de l'influence, d'être influencé directement. Donc ça, c'est de jouer avec des petits nombres. Tous les programmes de promotion des sciences sont évalués sur le nombre de jeunes que vous recevez. Donc un amphithéâtre rempli à 300 places, mais il n'y a pas de contact direct. Mais un programme où vous faites des choses avec peu de gens, bon, ça coûte trop cher et personne ne va financer ça. Oui, je peux peut-être faire quelques commentaires. Si vous me permettez l'expression, pour démarginaliser l'enjeu, c'était un peu ce qu'on a appris avec l'évidence qui est parue. On ne peut pas démarginaliser l'enjeu, l'amener... j'ai juste Center Stage dans la tête, là, c'est des formations professionnelles de travailler à Ottawa. Je suis en train de perdre mon idée avec ça. Là. Oui, pour amener l'enjeu Center Stage, on doit remettre en question les bases sur lesquelles l'excellence en recherche est définie, la façon dont on définit l'excellence en recherche. C'est certain que j'ai rien contre des publications, contre des bons dossiers de publication. Ça va rester un indicateur important en recherche. Mais il y a d'autres indicateurs qui sont importants. Puis là, on touche aux enjeux plus socio-économiques des universités, des conseils subventionnaires. Puis lorsque je m'exprime, oui, je suis un représentant d'une agence subventionnaire comme Maryse, mais le CRSNG et le FRQ ne peuvent pas travailler en isolation. On doit travailler avec les universités pour faire avancer l'enjeu. Donc, on doit changer cette définition-là de l'excellence en recherche. Puis je vais vous donner un exemple. Un chercheur ou une chercheure qui passe beaucoup de son temps à faire du mentorat pour des groupes qui seraient sous-représentés dans le domaine des sciences et du génie, pour les aider à augmenter leur sens d'appartenance dans leur nouvel environnement, à les aider à ne pas se sentir menacés par l'environnement dans lequel ils commencent ou ils sont, est une très importante contribution à la recherche. Est-ce que c'est reconnu en ce moment? C'est pas reconnu. Puis j'avoue la faiblesse peut-être du CRSNG, on a ce type d'enjeux-là, le mentorat, les activités de rayonnement de la recherche, c'est tout dans nos lignes directrices comme contribution valide à la recherche. Est-ce que c'est appliqué? C'est pas très appliqué en ce moment. Donc, on a du travail à faire en tant que collectivité pour augmenter l'importance qu'on donne à ces enjeux-là. On parle beaucoup de la recherche et je vais rester dans le domaine de la recherche. J'avais deux idées. La première, c'est on a remarqué un grand changement. En tout cas, moi, j'ai remarqué depuis que la ministre Duncan a obligé les universités à atteindre des cibles de diversité pour l'attribution des chaires de recherche du Canada. Et elle a même dit qu'il y aurait des chaires, ou en tout cas l'évaluation des chaires serait retenue tant que les cibles ne seraient pas atteintes ou que la démarche vers les cibles ne serait pas atteinte. Et ça fait bouger les universités. La deuxième chose que j'ai eu la chance de remarquer, que je vis actuellement, c'est que quand on a des gens en place qui y croient, quand on a des gens à la direction qui y croient et à la direction à différents niveaux, à différents paliers, ça fait toute la différence. Donc, comment y arriver? Il faut élire des personnes à ces postes-là qui y croient, qui sont complètement vendus. On a vu un super exemple du président de Via Rail qui nous a tout le monde estomaqué au Gender Summit. On l'a tout aimé beaucoup. Je le vis aussi à mon université. Le doyen de ma faculté de génie est vendu. Les choses changent. Donc, je pense que ça fait partie aussi des choses qu'il faut avoir. Et travailler ensemble, on l'a déjà dit aussi. Maryse. Le message qui est ressorti le plus au Gender Summit, il y avait deux choses. Le mentorat, extrêmement, extrêmement important, ça c'est sûr. Il faut qu'il y ait du mentorat. Surtout parce qu'il y a quand même tu l'as bien démontré aussi, Ève, dans tes publications, il y a une tendance aussi, par exemple, où si vous avez un poste qui est ouvert, on demande 10 compétences, la femme va dire, j'en ai juste 7, je n'appliquerai pas.
Le gars va dire, ben, j'en ai 5, j'y vais. Donc, et puis ça, c'est vraiment, c'est là. Et donc, il faut qu'il y ait du mentorat pour qu'on pousse aussi, qu'on stimule davantage les femmes à s'affirmer là-dedans. Ce qu'on a dit aussi, c'est qu'il fallait que ça vienne d'en haut, mais ce qu'on a entendu du président du IARA, et comme la présidente de General Electric Canada, c'est qu'il faut aussi qu'on parle de quotas. Il y a des gens qui n'aimaient pas ça. Ils ont dit, si vous ne parlez pas de quotas, parlez de fortes suggestions. Et le président de IARA, il nous a dit, par exemple, moi, j'ai dit à tous mes gens, là, quand vous allez m'arriver avec un nouvel employé, je veux que vous me disiez, si vous m'amenez un homme, en quoi il était meilleur que la femme. Mais il n'y en a pas un qui a amené un homme par la suite. Donc, c'est vraiment avec des directives comme ça qu'il faut vraiment que ça vienne d'en haut, encore une fois, mais qu'il y ait des attentes spécifiques. Sinon, ça ne bougera pas du tout. On a les mêmes chiffres depuis 20 ans. L'incitation ne suffit pas, il faut des mesures concrètes. Donc, Émilie, là-dessus. Oui, donc oui, c'est vrai, il faut que ça vienne d'en haut, mais il faut que ça vienne d'en bas aussi. C'est-à-dire, parfois, il y a des choses qui sont mises en place pour favoriser des postes divers et variés, mais quand il n'y a pas de candidats, c'est qu'il y a un problème. Et tant qu'il y a des candidats, tant qu'il y a un problème à la base d'estime, de soi, d'oser de postuler à ces postes-là, il y a un problème. Donc, on peut agir à différentes échelles, selon moi. Si je suis dans le projet Homeward Bound, c'est vraiment pour être un acteur de ce mouvement-là et un acteur concret sur le terrain. Il faut aller dans les écoles. On a la chance d'avoir quand même un panel de gens, on peut voir un petit extrait ici sur cette scène, des gens qui ont des compétences, qui ont des choses à dire. Mais il faut aller dans les écoles, il faut aller dire, ben voilà, peu importe d'où tu viens, peu importe de ton genre, tout est possible pour toi, tu peux devenir ce que tu veux, tu mettras la force qu'il faut, mais tu peux le faire. Et ça, c'est vraiment important de le dire aux enfants d'aujourd'hui. Et après, à différentes échelles, il faut aller dans les secondaires pour continuer ce discours-là, pour donner de soutien aux étudiants qui en ont besoin, et notamment aussi à l'université. Il y a des filles et des garçons qui abandonnent leur domaine parce qu'ils se croient incompétents ou pas à leur place. Donc ces étudiants-là, il faut les soutenir, il faut leur dire « oui, tu as ta place ». Tu as des angoisses, tu as des stress, c'est normal, on en a tous eu, mais on va t'aider à les affronter et à continuer. Et après, à différentes échelles, aussi à un niveau plus élevé, de créer vraiment un réseau de personnes modèles et de les mettre en contact avec les jeunes, les petits, les moyens et les grands. Et j'avais un autre truc à dire où je ne m'en rappelle plus. Ça pourra revenir. Mais ça va revenir. C'est vraiment, il faut à tous les échelons. Hélène veut rajouter quelque chose rapidement. Tranche de vie. Ce vendredi, je serai dans une école secondaire où il y a un programme professionnel pour des métiers à majorité masculine. Et si j'y vais, c'est pour rencontrer l'ensemble des professeurs impliqués dans ce programme, parce qu'il y a quelques filles dans ces programmes qui sont tannées de se faire affubler de toutes sortes de qualificatifs parce qu'elles sont des filles. Elles ont nommé le problème, elles sont allées obtenir le soutien de la direction et je viens rencontrer les professeurs. C'est une illustration que le sexisme, il est souvent formé de petites agressions, micro-agressions, des soi-disant blagues. Et à mon avis, une des choses qu'il faut développer bientôt, c'est une norme de tolérance zéro au sexisme, même quand c'est du sexisme bénévolent, c'est du sexisme pareil. On reconnaît le sexisme hostile, on ne reconnaît pas souvent le sexisme paternaliste, bénévolent, et à mon avis, il faut le bannir et ça nous prend des tolérances zéro à cet égard et des interventions pour que ces schémas changent et que donc nos jeunes filles qui osent aller dans des secteurs où on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des jeunes filles n'aient pas à vivre ça. Rapidement, ça, je voulais ajouter quelque chose et après, on va passer aux questions de la salle, mais vous pouvez. Oui, OK. Oui, merci. On touche à un point très important, les cibles, les quotas. J'en dirai pas beaucoup, mais les gens qui nous répondent « Ah, ben, tu as eu le poste ou la subvention parce que tu es une femme ou parce que tu es autochtone, etc. » C'est un discours qu'on doit arrêter parce que les cibles et les quotas, ou peu importe comment on l'appelle, vont nous permettre d'accéder pour les raisons qui ont été mentionnées, vont nous permettre d'accéder à un talent dont on n'aurait pas eu accès si on n'avait pas eu ces quotas-là. Très important aussi pour les universités et les agences subventionnaires
dans les demandes de subventions, par exemple. On demande à partir de cette année aux candidates d'expliquer, de documenter les efforts afin de diversifier leur équipe de recherche, diversifier leur domaine de recherche. Ça s'en vient. On va demander aussi, un peu comme les IRSC le font depuis quelques années, demander aux chercheurs, dans votre méthode de recherche, dans votre méthodologie, est-ce que votre échantillon est en ligne avec l'auditoire dans lequel vous allez appliquer votre recherche? On a parlé un peu, Marie en a parlé un peu tantôt aussi. Marie et moi, on a parlé à plusieurs reprises des CV narratifs, de changer un CV, de passer d'un CV qui est basé sur le output à un CV qui est basé sur les compétences. Puis là, on rentre dans un autre domaine de recherche, si vous voulez, ou d'autres enjeux au niveau de comment on définit l'excellence en recherche. Mais c'est une mesure concrète, c'est vraiment une mesure concrète. Oui. Donc, oui, Ève. Je voulais revenir sur un point qu'Émilie a dit. On parlait de modèles. J'ai eu la chance de rencontrer Julie Payette et de rencontrer plusieurs dirigeantes d'entreprises en technologie, des femmes. Et ce qui m'a grandement surpris, c'est que la majorité d'entre elles ont dit « Mes parents m'ont jamais mis de barrière, mes parents m'ont toujours dit que tout était possible ». Et il y en a beaucoup même que c'était leur père. Leur père, moi, je suis la fille de la maison, puis mon père, il y avait un magasin d'antiquités, donc c'est moi qui allais déménager les antiquités avec lui. Mon père ci, mon père ça, mais la mère aussi beaucoup. Julie Payette ramène souvent sa mère comme celle qui était très organisée à la maison et tout ça. Donc, je pense que les parents aussi ont un très grand rôle à jouer, à laisser la place aux filles, leur dire... Il y en a une qui me disait, je suis montée sur le gros tremplin, je voulais aller sauter, puis je suis arrivée en haut, puis j'étais petite, puis je tremblais, puis mon père il me faisait des signes, vas-y, t'es capable. Là, je suis allée, puis... Et c'est ce qui a bâti la confiance de ces filles-là, et après, c'est pour ça qu'elles ont trouvé des postes de leader. Écoutez, on ne va pas épuiser tous les aspects de cette question. Maintenant, on va passer aux questions du public. C'est très simple, on va éclairer un petit peu la salle, et vous avez un micro au milieu, dans le couloir du milieu, donc... ce qu'on vous demande juste, si vous pouvez vous identifier et surtout poser une question sans de trop long développement. Bonsoir, merci beaucoup pour la discussion. J'ai une question, je n'ai pas de réponse du tout, c'est vraiment ouvert. Dans les laboratoires, en tout cas en biologie, moi je viens de finir mon doctorat en biologie, on voit souvent des couples. Évidemment, le chef, c'est l'homme et la femme est soit assistante de recherche, soit technicienne, tout ça. Et je sais que dans certains labos, certains pays, en tout cas, interdisent ce genre de couple dans les labos. En tout cas, s'ils se forment après, c'est notre question, là, mais au moins au départ. Donc, je ne sais pas si ça aussi, ça fait que la culture est telle qu'elle est. Et la femme, mine de rien, qui est technicienne, qui doit faire rouler le labo, à la maison, elle n'ose pas trop parler des affaires des uns et des autres au labo parce que c'est son mari, c'est le chef, blabla. Donc, mine de rien, je trouve que ça crée un déséquilibre là et une pression supplémentaire. Donc, je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des suggestions là-dessus, mais c'est ça. Le problème en science, c'est qu'on est obligé de bouger beaucoup. Et quand on bouge, il faut que le conjoint puisse suivre. Donc, quand on trouve l'opportunité d'avoir un poste et que son conjoint, on puisse le mettre, on saute dessus. On n'y réfléchit pas beaucoup. Donc oui, ça peut être un problème, mais je pense que c'est pas forcément le modèle, l'homme, le patron et la femme technicienne. C'est ça le problème finalement. Et si c'était l'inverse, et si c'était la femme, le patron et l'homme technicien, ce serait intéressant de voir ce que ça donnerait. Est-ce qu'il y a une autre question ou oui. Bonsoir, Tania Handa, je suis professeure au département des sciences biologiques et co-organisatrice d'une journée sur la réflexion des femmes en sciences qu'on a eue à l'UQAM au mois de mars où plusieurs d'entre vous étaient présentes. J'aimerais commencer tout simplement en remerciant Serge et Maryse pour l'organisation extraordinaire du Gender Summit. J'ai eu le privilège de participer dans ces 3 dernières journées et ça a été fort inspirant. Et aussi Sophie et tous les panélistes d'avoir
continuer cette discussion ici à soir. Au printemps, quand on a organisé l'événement à la faculté, on a rêvé de faire ça au Cœur des sciences. Alors, c'est vraiment formidable qu'on continue cette discussion. Moi, je me suis interrogée beaucoup dans les dernières journées de qu'est-ce que je peux amener comme geste concret pour continuer et continuer à transformer, disons, l'UQAM pour améliorer la situation. Et j'aimerais partager quelques réflexions et aussi peut-être un autre point de remerciement qui découle de cette journée de réflexion. Alors, un, c'est l'implication des étudiants. Moi, j'ai été poussée à organiser cette journée de réflexion grâce à Geneviève, qui est ici avec moi aujourd'hui, une doctorante. Et j'aimerais encourager tous les étudiants et étudiantes dans la salle de se mobiliser, de parler à propos de là-dessus. Quand je suis rentrée ce soir, on m'a dit qu'il y a un comité qui s'est mis en place, entre autres de mathématiciennes, qui ont organisé un atelier hier d'improvisation pour réagir à des commentaires sexistes, d'aider d'autres étudiantes à se préparer à des situations difficiles. Alors, c'est preuve que, justement, d'ouvrir cette conversation est vraiment très importante. Alors, merci pour ça. Un autre geste que je pensais amener, c'est d'aller voir, par exemple, les directeurs de département, puis de les demander d'encourager l'autopromotion. Alors, Hélène, vous parliez de cette autocensure que souvent les femmes ont la difficulté à monter eux-mêmes leur dossier. Alors, est-ce que, ça c'est un geste qui n'est pas coûteux, vous avez parlé de cette difficulté de mettre en place des gestes qui ont plus de budget. Voilà quelque chose qui ne coûte pas cher, de demander à chaque directeur, directrice de département, est-ce que vous pourriez prendre ce 5 minutes d'aller avancer les dossiers des postdoctorantes, des jeunes professeurs qui méritent une promotion davantage? Auriez-vous d'autres réflexions à offrir à la salle sur ces petits gestes que chacune entre vous, nous pourrons amener? J'en aurais une comme, je pense, professeur avec des étudiantes graduées qui pourraient être relativement simple à mettre en place. Il y a de la documentation qui est sortie sur les lettres de référence. Souvent, quand on écrit une lettre de référence pour les filles sont persévérantes, elles sont travaillantes. Et là, ça peut soulever un doute. Hein? Oh, elle est travaillante, elle est persévérante, c'est-tu parce qu'elle n'est pas bonne? Elle reste, mais elle n'est pas bonne. Et les garçons, eux, sont excellents et sont brillants. Donc, avoir une formation sur écrire une bonne lettre de référence. Et la deuxième chose, c'est décoder une lettre de référence. Donc, je reçois une lettre de référence. OK, est-ce que cette personne-là qui l'a écrite était biaisée? Comment je devrais l'interpréter? Donc là, il y a de la documentation qui existe là-dessus, beaucoup en anglais. On voudra en traduire à la chaire, mais ça viendra cet hiver. Mais je pense que déjà ça serait un bon point de départ pour aider les étudiantes et sensibiliser les professeurs. Le commentaire m'amène sur une piste aussi qui est intéressante. Au CRSNG, on a une nouvelle politique qui est en place. Dès maintenant, on doit avoir 20 de femmes sur tous nos comités de sélection. D'ici 2020, la politique change à 30 de femmes sur nos comités de sélection. Lorsqu'on a mis la politique en œuvre, on a eu beaucoup de réactions. Mais en informatique, il n'y a même pas 20 de femmes, c'est impossible. En génie, c'est impossible, il n'y a pas assez de femmes. Mais ça nous pousse à changer la définition ou changer nos critères de membership sur nos comités de sélection. Puis, qu'est-ce qui empêcherait, puis là, votre commentaire est au sujet des étudiants, étudiantes, postdocs, qu'est-ce qui les empêcherait d'être sur nos comités de sélection? Dans le passé, il fallait que les chercheurs aient 10 ans d'expérience, au moins beaucoup de publications, une subvention à la découverte d'un certain niveau, etc. C'était notre définition de compétences pour être sur un comité de sélection. Puis là, on se doit de changer cette définition-là, puis on commence à avoir des étudiantes sur nos comités de sélection, comme par exemple, on a eu des postdocs qui étaient membres des comités pour les demandes de bourses d'études doctorales, par exemple. Donc, c'est une façon pour nous de pouvoir élargir un peu, pouvoir rencontrer nos cibles. On parle de cibles, mais c'est aussi une façon de pouvoir élargir la perspective qu'on apporte à nos processus d'évaluation.
je l'ai rajouté, on va peut-être pouvoir vous aider aussi parce que on conseille autant au fédéral qu'au provincial d'adhérer au principe d'un programme qui s'appelle Athena Swan, qui a été monté au Royaume-Uni, où les organismes subventionnaires des Royaumes-Unis donc disent aux institutions comme aux chercheurs, on va vous subventionner, mais il faut que votre institution démontre qu'ils font des efforts pour qu'il y ait équité homme-femme, mais qu'il y ait aussi inclusion. Et une façon de le faire, c'est que votre institution puisse adhérer à Athena Swan. Et puis, vous avez des niveaux de bronze, or, argent et or. Mais tout le monde maintenant a adhéré à ça au Royaume-Uni. Maintenant, ça se fait aussi en Australie. Et on est en train de travailler donc avec les États-Unis, le fédéral et nous, pour qu'on puisse instaurer quelque chose comme ça. Donc, pour qu'il y ait équité homme-femme, on va dépasser ça. On veut aussi avoir une diversité, de l'inclusion aussi, des gens de minorités visibles et autres. Donc, on va pouvoir vous aider parce qu'on va mettre de la pression sur les institutions. Donc, d'ici peu. Merci. On va prendre une autre question. Madame. Plus un commentaire. Claire Chamberlain, je suis professeure émérite et retraitée, donc de l'Université de Montréal, ex-titulaire d'une chaire de recherche sur la victimisation des enfants. Mon parcours, je l'ai reconnu dans tout ce que vous avez dit. Qu'est-ce que ça voulait dire avoir le parcours du combattant pour passer à travers tout ce qu'il fallait pour aller chercher des subventions d'équipe, etc., concilier famille et travail. Je me suis bien reconnue. Mais en fait, donc, je valide beaucoup ce que j'ai entendu dans ce panel. Mais en fait, je voudrais simplement témoigner d'une expérience très concrète que 4 femmes psychologues, on a mis sur pied il y a 30 ans, parce qu'on a fêté le 19 octobre les 30 ans des scientifiques. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Et on a eu donc une belle grande fête pour témoigner de ce parcours-là. Ce que je peux vous dire, parce que j'ai été très concrètement impliquée dans cette aventure-là, c'est que au tout début, et là je me reporte dans la première moitié des années 80, c'était très intéressant comment on a réfléchi ces 4 femmes psychologues féministes, parce que nous, on venait de la psychologie, on était des chercheurs, on connaissait bien la démarche scientifique, mais on était dans les sciences sociales et humaines. Et pourquoi on a choisi les sciences et s'implanter? Et donc, juste pour vous dire comment une réflexion toute simple, qui a pris quand même quelques années avant. J'avais travaillé avec Camille Bouchard à la première étude épidémiologique sur la victimisation des enfants, qu'est-ce qui prédit les quartiers où on va avoir beaucoup de signalements à la protection des enfants. Et dans les régressions logistiques qu'on faisait, il y avait la monoparentalité des femmes, la pauvreté et la sous-scolarisation. Et c'est ces 3 indicateurs-là qui m'ont permis de réfléchir à me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que les femmes continuent à l'école, soient pas pauvres et diversifient leur identité autre que la maternité précoce. Et on est arrivé aux sciences et aux métiers non traditionnels. Ça a beaucoup surpris les gens le 19 octobre de se rappeler de cette histoire-là en disant, finalement, c'est parti des sciences sociales pour arriver aux sciences dites dures. Et ce que je peux simplement témoigner, c'est que dans une première expérimentation qu'on a faite avant d'ouvrir en 87, c'est qu'on avait travaillé avec des adolescentes. Et parmi le projet qui était en cours, on avait travaillé à la sensibilisation à l'informatique. Et on s'était rendu compte que déjà à l'adolescence, c'était trop tard. Et c'est pour cela qu'on a décidé d'aller encore plus en amont. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les scientifiques, c'est à Saint-Henri de Petite-Bourgogne. Et on est entre 2 écoles primaires. On cible les petites filles de 9 à 12 ans. Et c'est une ressource préscolaire ouverte 5 jours semaine. Mais il y a des camps d'été, il y a toutes sortes de choses. Ça s'est très diversifié. Au tout début, c'était tout petit. Mais l'idée de travailler les sciences comme leur donner des opportunités, ouvrir leurs oreilles. Et je voudrais simplement raconter une dernière anecdote pour prendre trop de temps. C'est que à cette époque-là, au tout début, on avait instauré, et ça continue, les visites. D'ailleurs, j'encourage les gens à se proposer, venir aux scientifiques, présenter concrètement des images de femmes qui ont été dans des parcours non traditionnels. Et il y avait une dame qui était une ex-coiffeuse, qui était venue, qui adorait les moteurs, parce que son père était agriculteur, puis elle adorait les tracteurs. Et à un moment donné,
elle a décidé dans sa vie de dire, là, c'est assez, j'ai été coiffeuse, mais c'est pas ça que j'ai envie, ce que j'aime, c'est les moteurs. Et elle a refait ses études, elle a retourné aux études, et elle était devenue mécanicienne de moteur d'avion chez Pratt & Whitney. Et je me rappelle encore, et je vois les yeux des filles de dire, et elle a dit, j'ai triplé mon salaire. Bref, voilà. Et bravo en passant pour les scientifiques, parce que je trouve que c'est quelque chose vraiment de remarquable, qui a été porté à bout de bras. À bout de bras et avec beaucoup d'engagement et de don de soi-même. Monsieur. Alors, bonjour. Éric Rabouin, enseignant en mathématiques au collégial, principalement père de 4 enfants, en fait. Et je vous écoutais parler tout à l'heure, vous êtes tous unanimes sur le fait que la diversité et les modèles sont très importants, surtout dans un très jeune âge. La réflexion est la suivante. J'ai 4 enfants, je vais les porter à la garderie. Il y a 12 éducatrices, 1 homme, 11 femmes. Ah, surprise. J'arrive à l'école primaire, on me présente l'ensemble des enseignants du primaire de mon école. 15 enseignants, 2 hommes, 13 femmes. Les 2 hommes sont professeurs d'éducation physique, évidemment. Or, si on prenait le problème à l'inverse, donc je sais qu'il faut valoriser les modèles féminins au niveau des femmes, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, du point de vue de la diversité, à avoir plus d'hommes dans les CPE, à avoir plus d'hommes dans les écoles primaires? Et est-ce que ça changerait le modèle que nos jeunes filles, ma fille de 6 ans, elle est au primaire, puis elle dit « Les profs de primaire, c'est toutes des filles. » Bien, je vais être prof de primaire, moi, dans la vie. Donc, je pense qu'au niveau de la société, on pourrait se poser la question de la diversité des modèles, mais en inversant le problème. J'ai envie de dire oui et j'ai envie de dire non. Les gars, ils ont compris qu'il n'y a pas d'argent à faire comme professeur. Les filles n'ont pas encore compris ça. Non, c'est une mauvaise blague, mais malheureusement, c'est vrai. Si vous prenez les 520 emplois dans la classification canadienne des professions, vous allez sur le site de Statistique Canada, vous regardez la statistique du ratio de gain moyen des hommes ayant travaillé à temps plein toute l'année dans ce métier-là et des femmes qui ont travaillé à temps plein toute l'année dans ce métier-là, et vous avez le ratio, vous allez trouver que même dans tous ces métiers où les femmes sont à 98, 97, 95 %, le ratio, que vous preniez le salaire moyen, que vous preniez le salaire médian, vous avez exactement la même chose. Il y a un seul emploi pour lequel le ratio est supérieur pour les femmes. J'ai des mauvaises nouvelles. C'est attaché de recherche dans les établissements d'enseignement post-secondaire. Le ratio est de 1,3. Ça, je l'expliquerai tantôt. Il y a 2 emplois pour lesquels le ratio est 1. Ça veut dire que le salaire médian ou moyen des hommes et des femmes est pareil pour les personnes ayant travaillé à temps plein toute l'année dans cet emploi-là. Dans tout le reste, sur les 520 types d'emplois différents, de mémoire, vous en prenez les 10 premiers et vous arrivez à un écart de 0,95. Donc, ça ne prend pas de temps que la rémunération médiane ou moyenne des femmes est bien inférieure, même dans tous ces métiers où elles sont largement majoritaires. Donc, parmi les choses qui ont besoin d'être faites, c'est la revalorisation des métiers et des professions dans lesquelles les femmes sont majoritaires. Socialement, on valorise peu ces savoirs. Et juste l'implantation de la loi sur l'équité salariale au Québec en 1996, je devrais dire les difficultés d'implantation de la loi sur l'équité salariale. Vous verrez bientôt le rapport des 20 ans après la loi et vous allez voir que ce n'est pas encore fait. Donc, oui, des hommes dans ces métiers-là parce qu'ils sont extrêmement importants dans la société. Oui, des femmes dans les autres métiers parce qu'ils sont extrêmement importants dans la société et on gagne mieux sa vie. Et je pense que ça fait partie de la conversation qu'il faut avoir avec nos filles qui disent, moi, je veux être coiffeuse, moi, je veux faire des manucures, moi, je veux faire ceci, je veux faire cela. Évidemment, c'est les modèles qu'on offre à beaucoup de filles, mais tu n'es pas capable de gagner ta vie avec ça, ma fille. Tu n'es pas capable de gagner ta vie et celle de tes enfants. Rappelons-nous qu'au Québec, on est les champions dans le divorce, 50 % de taux de divorce depuis près de 20 ans maintenant, et ça, c'est pour les gens qui sont mariés. Dans les unions libres,
on n'a pas de raison de croire que la stabilité soit meilleure. Donc, moi, je pense que la conversation qu'il faut avoir avec nos enfants, c'est comment vas-tu subvenir à tes besoins tout au long de la vie et ne pas être condamné à être vieille et pauvre. C'est aussi une conversation qu'il faut avoir dans les choix professionnels. Moi, j'ai 2 cas anecdotiques, un très petit et un plus grand, qui confirment un peu ce que vous amenez, parce que je suis tout à fait d'accord avec votre point. Le premier, c'est mes propres enfants. J'ai 2 garçons, puis à l'école, il y a eu un changement de garde au niveau du service de garde. Et tout d'un coup, le directeur, c'est devenu un directeur du service de garde avec un autre homme. Puis là, enfin, pour eux, ils pouvaient jouer. Les garçons avaient besoin de bouger et le bricolage, j'aimais pas ça du tout. Donc, enfin, ils se sont mis à jouer au hockey, au football et à faire des activités, à apprendre à faire des feux et à éteindre des feux. Et ils ont eu des professeurs hommes et je pense que ça a eu un très gros impact. Et je voyais l'impact aussi sur les filles. Les professeurs hommes étaient beaucoup plus exigeants. Et là, les filles n'étaient pas habituées à ça, c'était très difficile. Donc, je pense que c'est important, autant pour les filles que pour les gars, d'apprendre à dealer avec différentes personnes. Et la diversité est importante. Et quand je veux expliquer la notion de stéréotype, okay, comment on s'ancre à ce qu'on connaît, j'aime bien un exemple. C'est une dame qui a été présidente d'Islande pendant une dizaine d'années. Au moment de se retirer, elle regardait la télévision avec son petit-fils et c'était les candidats qui se proposaient à la présidence qui étaient interviewés aux nouvelles. Et son petit-fils a dit « Mais grand-maman, ça se peut pas, ils peuvent pas, ce sont des hommes. » Donc, lui, il avait vraiment grandi avec cette image-là d'une femme présidente et pour lui, il fallait être une femme pour être présidente. Donc, Monsieur. Bonjour, Gilles Brassard, chaire de recherche du Canada en informatique quantique à l'Université de Montréal. C'est peut-être anecdotique ce que j'ai à apporter, mais j'aimerais quand même votre avis. Il y a environ 5-6 ans, je ne sais plus, pendant la présidence de Suzanne Fortier au CRSNG, j'ai eu le privilège, avec le CRSNG, de créer un prix de doctorat pour l'interdisciplinarité, chose à laquelle je crois profondément. Jusque-là, tout va bien. Monsieur le représentant masculin de ce panel se souviendra peut-être qu'à l'époque, j'avais formé le souhait que ce prix soit réservé aux femmes. Et ça a été refusé. Non pas que qui que ce soit au CRSNG était contre l'idée, mais ils ont pas dit non tout de suite, ils ont quand même consulté les avocats, si je me souviens bien, mais ils sont venus à la conclusion au CRSNG que c'était trop dangereux qu'il se fasse poursuivre par un homme qui jugerait qu'il a des compétences supérieures à une femme qui aurait eu mon prix. Je trouvais ça très dommage. J'ai laissé tomber l'idée, donc le prix, il existe. Mais j'étais très, très heureux que la première gagnante ait été une femme. Alors, je ne sais pas si Serge a quelque chose à dire là-dessus. Oui, j'ai quelque chose à dire. Oui, effectivement, on a beaucoup apprécié la suggestion de M. Brassard d'avoir un prix pour les femmes. La raison pour laquelle le prix n'a pas été accepté, c'était plutôt relié au fait que, oui, on a consulté des avocats, puis le prix était destiné à des étudiantes au niveau du doctorat. Dans la population totale, parce que là, on ne parle pas des STEM, dans la population totale, ça avait été jugé que les femmes n'étaient pas sous-représentées au niveau du doctorat en général, non pas nécessairement au niveau des sciences naturelles et du génie. Donc, lorsqu'on a des programmes d'intervention, si vous voulez, dans les agences subventionnaires, on doit faire en sorte que ça vise un groupe qui est désigné ou un groupe qui est sous-représenté. Là, je ne vais pas rentrer dans une discussion au sujet de la raison, de la rationale de cette décision-là. Peut-être qu'aujourd'hui, on prendrait une décision qui est différente avec ce qu'on sait maintenant. Mais c'était un peu la motivation derrière cette décision-là. Au sujet des prix, là, on a un sérieux problème pour les femmes. On a un prix au Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie. On a un prix qui existe depuis plusieurs années. Et on demande à chaque institution universitaire de nous soumettre une candidature. Depuis que je suis là, ça fait 6 ans, les 3 premières années, on recevait que des hommes. Donc, 18 soumissions d'hommes. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, puis ensuite, on a ouvert au collège. On a fait une année, on va ouvrir ça au collège. Vous nous envoyez vos meilleurs pour le prix FRQNT.
j'ai reçu 16 hommes, même pour le collège. Alors, j'ai dit, on va changer ça. J'ai dit, on va demander aux gens, aux institutions, qu'ils envoient un homme et une femme. Bien, on a reçu 7 soumissions seulement, parce que dans les universités, les femmes disaient, ah non, moi, vous voulez me mettre là, mais c'est sûr que ça va être lui qui va l'avoir, vous n'allez pas vous servir de moi comme personne là, qui bouche-trou d'une certaine façon. Alors, on n'a eu que 7 soumissions. Heureusement, il y avait parmi ces soumissions une personne remarquable. Notre première femme à avoir eu un prix au FRQNT, Isabelle Peretz. Donc, mais là encore, je voyais un problème. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je dis aux gens, à toutes les institutions, je dis, chaque université peut soumettre une personne. Vous pouvez en soumettre 2 si vous avez un homme et une femme. Et là, ça va bien. Là, maintenant, ça va très, très bien. La plupart nous en envoient 2, puis maintenant, ça commence à se régler. Mais c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Il n'y a pas de... Les institutions ne pensent pas tellement à soumettre des femmes. Les femmes ne pensent pas souvent à se soumettre. Et ça, c'est vraiment généralisé. Il y a un comité de l'ancien gouverneur général du Canada qui déplorait ça, qui a essayé de faire... vraiment, qui a demandé à plusieurs personnes à travers toutes les provinces du Canada à aller chercher des femmes. Les femmes ne se présentaient pas du tout dans les prix. Et c'est vraiment quelque chose de très difficile. La semaine passée, les prix du Québec, autant culture que science, il y avait 2 femmes sur 12. Alors, c'est vraiment encore très présent. Et il n'y a pas lieu, en tout cas. Mais ça, c'est un gros problème. Si je peux me permettre d'ajouter une petite clarification sur la question de M. Brassard. Oui, effectivement, les femmes ont jugé comme étant pas représentées. Vous avez vu les tableaux que Maryse a présentés au début. Donc, le tableau CISO, surtout les femmes qui sont en sciences de la vie au niveau doctoral, font beaucoup augmenter la proportion de femmes en sciences et génie dans les domaines que le CRSNG appuie. Si on avait seulement considéré les femmes en génie, informatique, mathématiques, on aurait probablement eu un avis juridique qui est différent. Encore une fois, c'est peut-être une décision qu'on devrait revoir, ou si on avait à prendre la décision maintenant, peut-être qu'elle serait différente. Oui, mais on parlait quand même du Conseil des sciences naturelles et génie. Bon. Sur les prix, je voudrais... vous avez vu tout à l'heure les statistiques sur les rangs qu'occupent les femmes professeurs. Et vous avez vu que pour atteindre le rang de titulaire, qui est le sommet de l'échelle, les proportions sont beaucoup plus faibles des femmes titulaires que le bassin d'où elles sont. À l'intérieur de l'Université Laval, il y a au syndicat des profs, de façon répétée, des femmes au comité femmes demandaient au syndicat de sortir la liste des femmes qui, selon le calendrier en temps, pourraient demander la titularisation et faisaient des démarches auprès de ces femmes et leur disaient, tu sais que tu pourrais demander ta titularisation. Ce que nous faisions répondre systématiquement, c'est « j'ai pas le temps ». Parce que monter un dossier, que ce soit un dossier pour un prix ou un dossier de titularisation, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Et l'institution n'est pas toujours là pour venir en soutien pour monter le dossier. Donc, penser à soi et revaloriser ce qu'on a fait, c'est pas toujours parmi la priorité des femmes qui mènent leur projet, qui font leur enseignement, qui font toutes sortes d'autres tâches de service au sein de l'institution, puis j'ai pas parlé des responsabilités familiales. Donc là, il y a un élément où je pense on peut être actif, c'est-à-dire tendre la main vers ces individus et leur dire « Moi, je pense que tu mérites ceci » ou « Je pense que tu devrais faire l'effort ». Et encore une fois, je regrette, je suis une fille de management. Ça fait une différence, le rang de titulaire, sur le salaire que je gagne maintenant, mais si je le gagne 10 ans avant ma retraite, ça fait moins de différence que si je le gagne 20 ans avant ma retraite ou 25 ans avant ma retraite. D'où ramener aux filles les conséquences matérielles pour elles, mais symboliques pour leurs étudiantes, et l'accès aux autres ressources et aux autres réseaux quand on a pu avoir ça. J'étais l'une de ces filles qui, quand mon directeur de département vient me voir et me dit « Écoute, Hélène, monte ton dossier de titularisation, tu es prête? » J'ai dit « Ben non, Bernard, j'ai pas le temps. » Il dit « Non, non, je suis ton directeur de département, tu mets ça dans ta liste des choses à faire et il faut que tu présentes ton dossier. »
J'ai fait mes devoirs, il me l'imposait et je l'ai eu. Donc, mais sans la confiance de ce directeur qui me dit « Hélène, regarde ce que tu as fait, moi j'estime que tu le mérites », j'aurais probablement attendu 5, 6, 7, 8 ans de plus. Il faut travailler sur les femmes aussi. En plus. Pas uniquement sur les hommes, mais les femmes. Que les gens de la communauté. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? On prend une autre. Émilie? Juste pour revenir sur les bourses accordées que pour les femmes, ça, pour moi, je le vis c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire comment se sentir à la même hauteur que des collègues masculins si finalement, pour avoir une bourse, il faut que ça soit spécifiquement pour une femme. C'est juste que parfois, c'est un peu ambigu, même dans notre tête, de dire « mais j'ai cette bourse parce que je la mérite et non pas parce que je suis une fille ». Pas de chicane. La logique des programmes d'accès à l'égalité a été démonisée par tout le monde. Et on a voulu mettre l'équivalence. Ils ont besoin d'un petit coup de pouce, ils ne sont pas assez bonnes. La logique d'un programme d'accès à l'égalité, c'est que le terrain de jeu, il n'est pas égal. On a passé la soirée à le dire. De sorte qu'il faut déconstruire cette idée que ces mesures de rétablissement de l'équité, ce n'est pas des privilèges qu'on donne aux filles, c'est des compensations pour le poids des stéréotypes qui ont agi de différentes façons. Donc, la première chose à faire, c'est de le déconstruire chez soi et chez nos voisines quand on entend ce genre de commentaires. Et les programmes d'accès à l'égalité ne sont permis en fonction de la loi que pour les groupes historiquement désavantagés. Nous en avons une définition maintenant qui repose sur la législation 75. Il est possible qu'elle soit revue et que d'autres groupes pour lesquels on commence à reconnaître le poids disproportionné que leur groupe a vécu dans le passé, peut-être qu'il y aura d'autres catégories qui y seront incluses. Mais pour l'instant, c'est la façon dont la société, c'est la façon qu'elle a trouvée pour commencer à corriger ces problèmes du poids de l'histoire. Donc, servons-nous des instruments et surtout, revalorisons-les. Pour faire du pouce sur tout ça. Je l'ai vécu personnellement parce que dans le temps au CRSNG, il y avait une bourse appui qui était appui aux professeurs universitaires pour dans les domaines où il n'y avait pas de femmes et pas d'Autochtones. Donc, en génie mécanique, je me qualifiais. Et à l'époque, ce que j'avais aimé de cette bourse, mais je vais renchérir après sur ce que tu dis, je t'avertis, c'est qu'on demandait d'abord d'avoir une subvention à la découverte. Et si j'avais cette subvention-là, donc j'avais comme démontré ma compétence, là, j'avais accès à la deuxième bourse. Et pour moi, ça avait été très sécurisant parce que je me disais, je rentre dans un milieu pas parce que je suis une femme, mais parce que je le mérite. Okay? C'est sûr que ça va faciliter l'embauche à mon département. Il paye la moitié de mon salaire pendant 5 ans. Et donc, à l'époque, c'était très facilitant. Mais toujours, j'ai des commentaires comme Émilie, d'étudiantes qui disent « Oui, mais nous, on ne veut pas avoir le chapeau qu'on est rentré ou qu'on a eu la bourse parce qu'on est une fille. » Parce que moi, je connais une jeune fille, là, elle était excellente, elle a tripé sur les voitures, puis elle avait eu le super stage chez GE, non, pas GE, qui fait des voitures. En tout cas, c'est qui faisait des voitures avant, là, ouais, des voitures. GM. Là, j'étais là, c'est pas GE. Et c'est pas moi. Moi, je ne tripais pas voiture. Là, on aurait pu poser des questions. La voiture électrique. C'est ça. Et dans le fond, tous les garçons disaient qu'elle avait eu le stage parce qu'elle portait une jupe. Tu sais. Mais je pense que c'est important d'instruire les gens sur ce qu'Hélène dit, mais la première perception, c'est il faut avoir fait nos preuves. Donc, c'est toujours la notion de compétence, prouver qu'on a les compétences pour se sentir partie du groupe, dans le fond. On va prendre l'autre question. Juste pour vous dire, on va plus prendre d'autres questions après ceux qui sont déjà debout. Et on va essayer peut-être d'accélérer un petit peu parce que, bon, l'idée, c'est quand même pas vous de garder toute la nuit. Donc, surtout que nos invités, beaucoup, étaient au Gender Summit, donc ils doivent être un petit peu fatigués. À vous. Bonjour, mon nom est Caroline Joseph, professeure associée à l'ISTEA, ça s'appelle Institut des technologies, des études avancées en Haïti, donc on dit Haïti, donc je vais vous traîner un peu vers mon pays d'origine, quoi.
J'ai eu du plaisir à vous écouter avec intérêt. J'ai beaucoup appris, mais je dois vous dire que je suis un petit peu découragée. Pourquoi? À l'ISTEA, on a eu cet été un cours qui s'appelle Femmes et sciences. Les étudiants ont beaucoup aimé. Différents professeurs d'un peu partout dans le monde y ont participé. L'UNESCO est venu nous chercher pour qu'on puisse collaborer pour mettre sur pied ce qu'on appelle le projet SAGA, que la plupart d'entre vous, c'est ça. Et je suis présentement en pleine élaboration de ce projet pour qu'on puisse mettre un comité national de pilotage en place en Haïti, et qui devait commencer le 30 novembre, le 1er décembre. Donc, je suis sur un nuage. J'étais sur un nuage jusqu'à arriver ici un peu. Je suis un peu consciente, j'étais un peu consciente, mais à vous écouter, voir un pays quand même beaucoup plus développé qu'Haïti, parce qu'on sait qu'en Haïti, le patriarcat, il sévit toujours, les discriminations sont endémiques. Après 20 ans, les gens sont encore à 20% de femmes. Maintenant, qu'est-ce que je dis quand on va ouvrir ce comité de pilotage? Est-ce que je leur dis, bien aujourd'hui, on commence le projet SAGA et dans 20 ans, un peu à ma retraite, ou peut-être dans 30 ans, vu que la situation en Haïti est encore pire avec les discriminations, on pourrait peut-être avoir 20% de femmes. Est-ce qu'il y a des leçons qui ont été apprises? Est-ce qu'il y a des erreurs qui avaient été faites, mais que vous pourrez dire, non, en Haïti, probablement que vous pourrez éviter telle erreur qui avait été faite dans nos pays du Nord? Bon, le Québec vient de rentrer aussi comme... C'est le seul territoire de l'hémisphère nord à être entré sur le projet SAGA de l'UNESCO. Moi, je vous inciterai à le faire parce que vous allez avoir les chiffres au moins. Et en ayant les chiffres, et vous avez peut-être la situation d'une certaine façon presque avantageuse de venir d'un pays qui peut être aidé. Alors, une fois que vous avez les chiffres, vous allez avoir des organismes comme le CRDI qui va pouvoir vous aider, l'UNESCO va pouvoir vous aider, mais il faut documenter ce que vous avez et ce qui vous manque. Alors, je vous encourage fortement à le faire. C'est beaucoup de travail, énormément de travail, mais ça vaut la peine, je pense, de le faire. Nous, on est en train de monter ça dans chacun de nos ministères au gouvernement du Québec. Et on le fait même au niveau des écoles primaires et prématernelles jusqu'aux métiers professionnels où il y a de la technologie. On documente tout ça, c'est gros, mais on va voir ce qui manque, puis on va voir comment on peut aider, puis on va voir quelles politiques ont été utilisées, puis ce qui marche. Alors, je pense que vous devriez rentrer là-dedans. En ayant les chiffres, on peut combattre après. Okay. Vous avez dans la salle aussi des étudiantes qui étaient au Gender Summit et qui ont eu, je crois, un grand enthousiasme la première journée, un grand découragement la deuxième journée et qui sont reparties finalement, je pense, positives à la troisième journée. Je pense que c'est normal. Je pense que tous ceux ici qui travaillent dans ce domaine-là passent par ces phases-là. Je pense que l'important, c'est de voir comment on peut contribuer, de s'assembler pour contribuer, puis de se dire, bien, on va faire avancer les choses comme on est capable de les faire avancer. Puis si personne part la roue, bien, ça va stagner. Donc, je pense qu'il faut le voir plus comme ça que comme se dire que bien, dans 20 ans, on aura 50% de femmes ingénieurs en Haïti. Peut-être pas. Mais je pense qu'il faut partir la machine. Puis la première chose, c'est effectivement d'avoir des données, d'avoir des mesures pour savoir où on est puis où on va. Juste rajouter quand même que vous avez un très beau modèle. Hein? Madame Andelade, c'est une ingénieure qui pousse très, très fort là, pour l'équité des hommes et des femmes en sciences. Nous, elle nous dit, si vous rentrez à Clinos One dans les institutions universitaires, elle dit, je veux que ça rentre dans chacun de nos ministères aussi. Alors, vraiment, vous avez des beaux modèles, là, puis je suis sûre qu'elle pourrait vous aider puis vous soutenir beaucoup. Et puis, j'espère que je vais pouvoir compter aussi sur vos expériences lorsque j'en aurai besoin. Et j'ajouterais qu'un ingrédient qui a été mis en évidence par pas mal de monde au Gender Summit, ça prend une volonté. Donc, il ne faut pas négliger non plus le travail politique que vous devrez faire dans votre pays pour obtenir l'appui de certaines personnes qui détiennent les clés du changement. Et on a parlé de l'importance de la prise de position de la ministre Duncan pour que nos universités changent autour de la place des femmes dans les chaires du Canada. Ça fait longtemps qu'on en parle, l'amélioration de la place des femmes
dans les chaires. Il y a même eu une poursuite judiciaire au début des années 2000 à ce sujet. Bon. Et maintenant aussi. Donc, il faut saisir les opportunités. Ça commence par des données. Vous avez, à partir de nos expériences, celles qui ont été évoquées, des indications de choses qu'il faut absolument mettre en place, les modèles, le mentorat. Alors, il faudra solliciter pas mal de personnes pour mettre l'épaule à la roue, mais d'y travailler de différentes façons pour engendrer ce cercle qu'on espère vertueux. D'ailleurs, juste relever, parce que c'est, Émilie, vous pourrez confirmer, mais le programme Homeward Bound a comme un des objectifs, d'après ce que j'avais vu, c'était d'augmenter justement l'impact des femmes sur les décisions politiques. Donc, oui, ben, c'est pour ça qu'ils nous donnent des outils vraiment pour... certaines sont déjà en place. Il y a des femmes de tous horizons, il y a des étudiantes, il y a des PDG, etc., pour essayer d'appuyer des projets, de mettre en place des collaborations mondiales, pour vraiment faire un réseau concret et un soutien pour des projets tels que le vôtre. Très rapidement, je peux comprendre un peu votre découragement. Ce soir, on a mis l'accent beaucoup sur les obstacles de verre. Mais dans le discours, si on regarde dans les 10 dernières années, je pense qu'on n'en parlait même pas. On parlait plus de comment excitant était une carrière en sciences. On parlait beaucoup plus des possibilités d'avoir une carrière en sciences. On peut changer le monde, ce qu'on peut accomplir. Maintenant, je pense que c'est important, puis on ne veut certainement pas, comme Ève l'a mentionné, une carrière en sciences, c'est le fun. On ne veut certainement pas mettre un nombre sur ce que vous pouvez accomplir avec une carrière en sciences. Mais je pense que pour les groupes sous-représentés, je pense que c'est important de savoir aussi les obstacles de verre qui sont présents. On a une beaucoup meilleure connaissance maintenant de comment les contrer. Puis je pense qu'en ce moment, on bouge dans la bonne direction. Merci beaucoup. Merci. On va prendre... là, on va peut-être accélérer encore plus. C'est la finale, c'est le bouquet. Peut-être je vais prendre les 2 dernières questions et on va faire une discussion. Donc, l'un après l'autre, posez votre question. Bonsoir, je vais essayer de faire vite. Dans le fond, je m'appelle Noémie, je suis étudiante en première année au baccalauréat en psychologie à l'Université de Montréal. Puis moi, je voulais juste faire part d'une petite expérience que j'ai vécue. Pour une élève de première année, je trouve que c'est quand même important de voir l'impact que ça peut avoir. Il y a quelques semaines, on m'a envoyé un courriel pour participer comme étant conférencière dans une école secondaire pour la promotion de la recherche scientifique. Puis j'ai accepté tout de suite. J'étais vraiment contente parce que pour moi, l'éducation, c'est une valeur qui est vraiment importante. Puis je trouve qu'on la néglige un peu, malheureusement, au Québec, dans certaines régions. Puis j'en ai parlé à mes amis, à mes proches. J'étais super heureuse. Aux étudiants aussi qui sont avec moi à l'université. Puis ce qu'on m'a répondu, la plupart du temps, c'est « Ich, t'en as du temps à perdre ». J'ai trouvé ça vraiment décevant parce que, en fait, la manière que je l'ai compris, c'est qu'il y a tellement de performances, il faut tellement être le meilleur, puis il faut tellement pas perdre son temps, que c'est comme si on n'avait pas de temps à donner pour aider les autres. Puis j'ai trouvé ça vraiment dommage d'entendre ça. Puis je me dis que peut-être que si je ne l'avais pas reçu en courriel de la part de l'université, mais que si des étudiants s'étaient présentés en classe pour nous expliquer le problème, nous demander de signer des feuilles pour participer, peut-être que ça aurait eu un impact plus grand puis que ça n'aurait pas été perçu comme ça. Voilà. On va passer juste les 2 Juste, dernières. tu ne perds pas ton temps. Merci. Ouf. Juste prendre l'intervention de monsieur, puis après, vous allez discuter sur les 2 dernières. Oui, bonsoir. Écoutez, je suis très satisfait de ma soirée. D'abord, on n'avait pas de gens comme vous, à une période donnée, qui pouvaient parler des tournants qu'on prend. À l'heure actuelle, je pense qu'il y a des gens qui font, c'est-à-dire qui essaient de s'exprimer. Moi, je suis un retraité. Je ne veux pas dire quelle compagnie, je ne veux pas dire mon nom de famille, parce que je ne veux pas nuire à des gens. Par contre, je pense que le Québec est arrivé à un tournant où il faut qu'on réfléchisse. Parce que les gens des minorités, que ce soit les femmes, on perçoit une forme de consanguinité qui est flagrant.
Et ça, je ne pense pas que le Québec peut se permettre de vivre ça éternellement. Moi, j'ai dû m'en aller en Abitibi, et la première personne qui m'a donné une chance dans ma vie, c'est une femme. Et cette femme, en 29 ans de carrière, j'ai eu un poste dans ma vie, c'est une femme qui me l'a donné, et elle était homosexuelle. Est-ce qu'il y a un rapport de sensibilité? Elle peut comprendre ce que moi je vivais. Je pense qu'on arrive à un tournant. On vit sur un baril de poudre et les gens ont tendance à ignorer. Je vais donner un micro à Maryse. Voilà. Vous touchez un point vraiment extrêmement important. Je ne sais pas si parce qu'elle était d'orientation homosexuelle, non. Mais elle faisait partie, elle aussi, d'une minorité. Ouais. Ce qu'on vient de voir au Gender Summit, on a eu toute une session là-dessus sur l'intégration en sciences des LGBTQ. Et en fait, ce sont les mêmes problèmes que les femmes. Donc, elle a pu voir que vous, en tant que minorité, comme elle, en tant que minorité, ben, vous avez les mêmes problèmes. Et je pense que ça, c'est la meilleure façon de faire, c'est de s'entraider aussi, mais que nous, peut-être, ou que les hommes blancs à cravate et tout ça, s'ouvrent également à la diversité. Et sincèrement, on va tous y gagner. Mais il ne faut pas oublier, je pense, de toujours aider. Vous en avez bénéficié. Je pense qu'il faut continuer de véhiculer ce message-là. Je milite très fort là-dessus et je ne veux pas nuire à ma famille. Mais par contre, je constate certaines affaires. Et un dernier truc que je tiens à vous dire, une forme de quota, j'ai toujours été contre. Moi, c'est la compétence. C'est une des raisons pour laquelle j'ai demandé à l'ancienne compagnie que je travaillais, j'ai dit ça prendrait un CV, des CV anonymes, jumelés à des concours. De cette façon, tout le monde part sur un pied d'égalité. Tout le monde a les mêmes chances. Parce que si on prend des quotas, les quotas peuvent jouer. Et c'est pas bon pour la minorité dont j'identifie là. C'est-à-dire, il faut un CV anonyme et jumelé à des concours. De cette façon, on va y arriver et puis tout le monde va être heureux. Merci. Je comprends votre réflexion par rapport, j'apprécie beaucoup les CV anonymes. Quand on vient avec des CV de femmes et d'hommes en français, ça devient plus difficile souvent. Par contre, il y a un point sur lequel je voulais attirer votre attention, puis Hélène en a parlé un peu, c'est que à cause de tous les obstacles que les femmes, par exemple, ont rencontrés, peut-être que ça peut être la même chose pour d'autres minorités, pour d'autres groupes. Les obstacles s'accumulent et les écarts s'accumulent. Donc, je pense qu'il faut faire... les quotas sont là pour deux raisons. Pour montrer, pour fouiller, pour aller chercher plus loin et pour faire en sorte que d'essayer d'établir des bonnes façons d'évaluer les candidatures. Aussi, on l'a vu, parfois les femmes n'appliquent pas. Donc, quand on distribue des postes, quand on affiche des postes, c'est pas tout le monde dans toutes les communautés ou dans tous les groupes qui vont avoir la même façon d'appliquer sur les postes. Les postes affichés dans les journaux, les hommes vont appliquer. Les femmes, là, il faut souvent aller les chercher. Donc, le fait de mettre des quotas, ça oblige les gens à diversifier le pool d'applications. Donc, ils vont être obligés d'aller chercher parce qu'il y en a des bonnes personnes, il y en a qui sont bons, mais qui n'appliqueront pas sur la job. Ou, c'est ça, qui ne seront pas considérés. Donc, je pense que le quota ou la cible ou l'objectif, ouais. Donc, il y a le mot quota, mais bon, il y a quand même peut-être des nuances qu'on pourrait avoir, mais ça a quand même une utilité, selon moi. Merci. En tout cas, il faut éviter la consanguinité. Tout à fait d'accord. Écoutez, je crois que c'est un beau mot de la fin. C'était un débat justement sur l'importance de la diversité. Je pense qu'on a abordé pas mal de sujets.
Et je vous remercie d'être venu. Je vous remercie aussi de tout ce que vous avez dit, de vous être déplacés. Et bonne soirée. Peut-être un petit mot aussi pour remercier quand même le Fonds de recherche du Québec, qui était notre partenaire. Et bon, c'est sûr, vous l'avez vu, Maryse, c'est une convaincue de la cause, alors c'était pas très difficile.